merci d'être venu. Effectivement, la conférence va concerner la collapsologie, et donc comme Cédric vient d'expliquer un petit cycle cette année. Moi, j'ai été éveillé à celle par mon collègue Pierre Edouard, qui m'a passé donc ce livre Comment tout peut s'effondrer, dont on va parler pas mal ce soir, parce que c'est un peu un livre initial en France sur la question de la collapsologie. Je te demande là si tu veux. Et du coup, nous, on remercie l'UPOC déjà de nous permettre de nous exprimer sur des sujets qu'on apprécie puis sur lesquels on a envie de transmettre. Moi, j'ai pensé aussi ce soir pour mes élèves avec qui j'ai travaillé cette question, puisque dans la nouvelle spécialité de terminale du bac Blanquer qui s'appelle Humanité, Littérature, Philosophie, il y a moyen de travailler la question de la collapsologie. Donc, c'est ce qu'on a fait avec des élèves cette année, c'est plutôt bien passé, ils ont plutôt été réceptifs à la question. Du coup, il y a une partie du propos de ce soir qui est tirée de ces cours qu'on a fait avec ces jeunes. Et du coup, ça me permet aussi d'avoir un aperçu éventuellement de ce qui se passe aussi dans un cours de philosophie de terminale. Et puis merci aux gens qui nous ont reçus de manière très sympathique. Voilà, merci, on est dans une salle super, avec un super matériel, on est très bien. Voilà, c'est très content, merci. Et donc, je vais laisser pour l'introduction mon collègue prendre la parole. Il y a quelques siècles, des immigrants arrivèrent dans ces pays en apparence avec des ressources inépuisables. Presque inépuisables, il y avait quand même des voisins avec lesquels on pouvait commercer pour récupérer les ressources qui nous manquaient. Donc tout semblait prévu pour que ces civilisations naissantes puissent vivre. Cependant, la population de ce pays, riche, s'est tellement accrue que les ressources qu'ils acquéraient ne suffisaient plus pour nous. À ce moment-là, ils ont commencé à mal gérer l'environnement. En particulier, ils ont coupé beaucoup de bois, au point que les forêts ont disparu. Ce qui a causé deux problèmes. Un premier était que les sols n'étant plus protégés, il y a eu une érosion des sols et l'agriculture a commencé à décroître. Et d'autre part, ils n'avaient plus de bois pour leurs moyens de transport, ce qui fait qu'en conséquence, ils n'avaient plus d'excédents à vendre pour leurs exportations, et ils n'avaient plus finalement de quoi les transporter. Il s'en est suivi comme conséquence des débuts de famine, des conflits internes et à la fin du cannibalisme, ce qui a permis à quelques survivants de survivre justement. Mais qu'en est-il des deux autres pays, les pays pauvres voisins qui finalement vivaient des importations? Ils étaient tellement devenus indépendants des importations qu'ils en ont subi des conséquences encore pires. Ils étaient déjà pauvres, ils ont suivi le même chemin, la même mauvaise gestion de leur sol, et les deux pays ont fini par péricliter. Là, on peut vraiment parler dans ce cas-là d'effondrement de deux civilisations. Alors, cela pourrait-il être le cas pour les États-Unis? C'est une question que se pose le biologiste de l'évolution Jared Diamond, aussi géographe et historien, qui a écrit ce livre qui est assez connu, qui s'appelle tout simplement Effondrement. Alors cela pourrait-il être le cas pour les pays, nos pays à nous? Je pose souvent cette question, et l'exemple que je viens de tirer vient de lui. Le pays riche est en fait une île parmi les plus isolées du Pacifique, qui s'appelle Whangareva, et les deux autres îles qui se sont effondrées sont deux autres îles voisines, Anderson et Pitcairn. Alors là, j'ai parlé d'exemples où il est question d'un effondrement dû principalement à la perte de partenaires commerciaux et à un écocide. En général, on entend plutôt parler de l'île de Pâques, qui est un autre exemple d'effondrement bien connu. Donc voilà, ça c'était pour vous présenter un petit exemple d'effondrement du passé. À présent, le 7 juin 1954, à 14h33, j'ai noté, un jeune spationaute est pris par un dilemme moral énorme, parce qu'il a le doigt pointé sur un bouton qui pourra envoyer une ogive nucléaire sur la Terre, et donc générer potentiellement un conflit mondial. Mais il est pris dans un dilemme qui est prêt à le remonter. Alors, 54, qu'est-ce que ça veut dire? Mais il faut savoir que sur la Terre, depuis les années à peu près 2020, quelque part par là, il s'est passé un événement gravissime qui a fait qu'on a réétalonné le calendrier. C'est l'année 0. Donc on serait à peu près pour nous dans les années 2080. Que se passe-t-il sur Terre? Eh bien, sur Terre, il y a eu ce qui s'appelait 5 grandes plaies. Je ne vais pas les détailler ici, je vais juste vous lire un petit extrait pour vous décrire une des plaies en question. Ce que l'air transportait n'était autre qu'un mélange ignoble d'excréments plus ou moins décomposés, mêlés de déchets organiques divers provenant
provenant tant de cadavres d'animaux que de végétaux. S'y ajoutaient d'innombrables débris de plastique, des résidus qui s'infiltraient partout. Leur terre se mourait à petit feu. Donc là, il s'agit d'une véritable pestilence qui provient du fait qu'à un moment donné, les cycles de régénération de la Terre, les cycles de décomposition des déchets de la Terre ont cessé. Voilà. Ce qui pourrait peut-être attendre la Terre si jamais cela advenait. Ce monde, qui est en voie de délitement, il est dominé par 4 puissances qui ont réussi quand même à survivre, chacune portée par une idéologie différente. Parmi elles, il y a l'Europe en transition. L'Europe en transition qui fait figure de naine à côté des États-Unis, de la Chine et de la Russie. Ce dont je vous parle là, il s'agit d'un roman de science-fiction très récent, date de 2021, Symphonie atomique, voilà, d'Étienne Kung, c'est un français, et qui est expert quand même dans le domaine du développement durable, donc il y a un fond réaliste quand même très fort dans ce roman. Voilà, je vous ai parlé un peu du passé, je vous ai parlé un petit peu du futur finalement là, en prospective science-fictionnelle. Qu'en est-il de notre présent? Puisque c'est plutôt ça qui nous intéresse, qui nous touche au plus près. Et là, en l'occurrence, voilà un roman, enfin un livre dont on va beaucoup parler dans la conférence, qui se nomme Comment tout peut s'effondrer. Et je voulais vous lire un petit extrait qui se nomme Quand les camions s'arrêtent, les États-Unis s'arrêtent. Durant les premières 24 heures, la livraison de fournitures médicales cessera dans la zone touchée. Les hôpitaux seront à court de fournitures de base, telles que les seringues et les cathéters. Les stations-service vont commencer à manquer de carburant. Les usines ne fonctionneront plus autant. Deuxième jour, les pénuries alimentaires apparaîtront, les carburants seront de moins en moins fréquents dans les stations, et les pièces nécessaires aux usines, pour les usines, pour les camions, pour la livraison des produits, les lignes d'assemblage, vont s'arrêter. Donc c'est le début du chômage technique. Le deuxième jour. Après 2-3 jours, les pénuries alimentaires s'aggravent, en particulier si les consommateurs paniquent commencent à faire des réserves. Les fournitures essentielles comme l'eau en bouteille, le lait en poudre, la viande en conserve disparaissent des grands détails. Voilà, bon, en ce qui concerne les banques, les transactions, ça devient plus possible aussi, en fait. Les stations-service seront à court de carburant, les déchets vont s'accumuler. Et puis les porte-conteneurs, qui transportent les besoins dont on a besoin du monde entier, vont bloquer dans les ports. Après une semaine, les voyages en automobile vont cesser, il manque de carburant, donc on ne va plus pouvoir se rendre sur son lieu de travail, les moyens de transport vont être bloqués. Là, c'est le chômage à grande échelle. Et puis les réserves d'oxygène des hôpitaux vont s'épuiser. Après 4 semaines, le péril aura épuisé son eau potable et il devra la faire bouillir pour pouvoir la rendre potable. Voilà, je m'arrête, je n'ai pas tout lu, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais on va en rester là. Et là, vous vous dites peut-être, c'est quoi ces Cassandres? Alors, du coup, là, on vous a présenté en fait 3 régimes de discours. Donc, un discours plutôt historique, un discours plutôt fictionnel, romanesque, on va dire, et puis le discours qu'on appelle proprement collapsologie. Puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, ce livre, Comment tout peut s'effondrer, 2015, est un petit peu le livre qui, en France, représente les points de départ de ce courant qu'on appelle maintenant collapsologie, qui s'est bien développé et qui maintenant est un courant qui rencontre, on va dire, un certain succès. Voilà aussi pourquoi on a décidé de s'intéresser à ça, c'est-à-dire d'essayer de voir qu'est-ce qu'il y a aussi derrière ce succès. Alors d'abord, collapsologie, c'est un néologisme qui a été fabriqué spécialement pour désigner une nouvelle forme de pensée, un nouveau régime de discours, et il est fondé sur l'anglais to collapse, qui en fait désigne un effondrement. Mais alors ce qu'il faut voir, c'est que l'effondrement désigné dans ce mot anglais est un effondrement qui est assez brutal, à l'image d'un bâtiment qui s'effondre en fait. Donc on a vraiment quelque chose d'assez radical. Et du coup, en 2015, paraît cet ouvrage, Comment tout peut s'effondrer, mais cet ouvrage est directement en tension avec d'autres aussi formes de pensée qui émergent à peu près au même moment, ou qui sont fortes au même moment. On a en 2015 un livre de Raphaël et Catherine Larère qui s'appelle « Penser et agir avec la nature, une enquête philosophique », où on a un chapitre qui s'appelle « Peut-on échapper au catastrophisme ?» Donc vous avez, si vous voulez, une voix qui est celle de la collapsologie et qui va penser la catastrophe de manière très forte sur les modalités qu'on va essayer de voir ce soir, mais tout de suite des gens qui réagissent en disant qu'il faut échapper à cette tendance, et que du coup la tendance collapso, elle est critiquable en fait. On va pouvoir la critiquer. Bon.
Et puis il y a des gens dont on ne va pas parler ce soir, une troisième voie, qu'on pourrait appeler anticatastrophisme, qui est vraiment des gens qui vont nier purement et simplement les perspectives, on va dire, catastrophiques de notre futur. Donc ceux-là, on ne va pas vraiment en parler, mais en tout cas, on va vraiment travailler dans une mise en tension de l'effondrisme, c'est-à-dire la collapsologie pure, on va dire, avec d'autres perspectives un peu plus modérées, comme on a par exemple dans le livre de Raphaël Catherine. Petite précision conceptuelle aussi, on a avec l'effondrement tout plein de termes qu'il faut distinguer aussi de l'effondrement, des termes qui sont proches et qui sont légèrement distincts quand même. C'est pour ça que j'ai marqué ici par exemple catastrophe, apocalypse et fin du monde. L'apocalypse, on est dans un régime de discours qui quand même est lié à la religion, qui est évidemment une fin du monde mais avec une visée de révélation aussi, donc ça veut dire avec une sorte de nouveau monde qui advient. Et clairement, on est dans une forme de destruction totale, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on désigne par l'effondrement. De la même manière, la catastrophe, ce n'est pas tout à fait l'effondrement, c'est un événement certes grave, aux répercussions sérieuses, mais pas tout à fait aussi définitif et irréversible éventuellement qu'un effondrement. D'accord ? Donc le but de ce soir aussi, c'est de voir ce qu'il y a derrière le terme effondrement, puisque c'est quand même le cœur de la collapsologie. Alors, j'ai trouvé donc dans un livre d'Yves Cochet, qui rentre donc lui aussi pleinement dans cette tendance de collapsologie, une définition un petit peu dense que je vais essayer de décortiquer avec vous, enfin dense, on va dire au moins qu'elle est un peu longue, pour essayer de cerner un petit peu ce qu'on entend par collapsologie. Donc Yves Cochet écrit « Appelons effondrement de la société mondialisée contemporaine le processus à l'issue duquel les besoins de base, eau, alimentation, logement, habillement, énergie, mobilité, sécurité, ne sont plus satisfaits pour une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Ce processus concerne tous les pays, tous les domaines des activités humaines, individuelles, collectives, c'est un effondrement systémique mondial. » Alors ce qu'on peut tirer de cette définition, c'est déjà des éléments intéressants, c'est qu'on a affaire à un processus d'abord, c'est-à-dire à quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Donc c'est pour ça que je signalais tout de suite que tout collapse en anglais indique une forme de soudaineté, puisque là-dessus, les collapsologues vont commencer à discuter de savoir si on va avoir affaire à un effondrement radical et brutal, ou alors à quelque chose qui va s'étaler dans le temps, qui est déjà un peu étrange dans la perspective d'un effondrement, en fait, qui pose déjà question, parce que normalement, un effondrement, c'est quelque chose qui est assez immédiat. En fait. Et ce que mon collègue vient de vous lire là à l'instant là-dedans, c'est voilà, dès le deuxième jour, il se passe des trucs très sérieux. Donc voilà, il faut voir que c'est un processus et que du coup ça va permettre aux collapsologues d'avoir tout un éventail de réflexion entre l'événement brutal et la chose qui prend du temps. Ensuite, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est l'idée que ça touche les besoins humains. Et si ça touche les besoins humains, ça veut dire quelque chose dont on a besoin pour vivre en fait. Le besoin implique la notion de nécessité directement en philosophie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en passer. Et ça veut dire qu'on a affaire quand même à quelque chose qui atteint les conditions de la vie, quoi. Vraiment qui a une importance parce que sans ça on ne peut pas vivre, quoi. Et ces besoins, ils vont ne plus être satisfaits donc, pour une majorité de la population, donc ça c'est important, hein, ça veut dire aussi qu'on va avoir un phénomène qui, c'est ce qui est dit aussi à la fin de la citation ici, touche l'entièreté des personnes, touche vraiment, c'est un phénomène global. D'accord ? Donc là, par exemple, Yves Cochet, à la suite de ce texte-là, je ne l'ai pas cité, mais il va parler, par exemple, de déstratification de la société comme étant un effet de l'effondrement. C'est-à-dire, par exemple, que nos différences de classe, entre, par exemple, une classe aisée, favorisée, et une classe un peu, on va dire, les prolétaires, une classe un peu plus pauvre, ces différences-là, en fait, vont être nivelées. Puisque chacun va être ramené, en gros, à ses conditions de vie premières qui sont trouver de quoi satisfaire ses besoins. Et j'insiste aussi sur par des services encadrés par la loi. Parce que quand on dit ça, on veut dire que l'effondrement va impliquer un effondrement des États. Et l'État ici est particulièrement important parce qu'il organise la société. On a aussi, dès qu'on parle d'État, une autorité, c'est-à-dire des choses qui sont capables de s'appliquer, des choses qui se traduisent par le contrôle, par la force, par la violence, d'accord ? Mais qui sont aussi pour nous des manières d'organiser la vie sociale qui sont en place et qui sont, on va dire, pour le moment, relativement efficaces, quoi. Donc si ça s'effondre, on va laisser aussi la possibilité à d'autres formes d'organisation politique de voir le jour, c'est ce qu'on verra aussi prochainement dans cette conférence. Et puis je termine par effondrement systémique mondial, parce que là, il y a une référence très forte chez les collapsologues à la théorie des systèmes et à l'idée de système. C'est-à-dire que comme tout est très connecté, si
si on touche une toute petite chose dans le système et que ça se met à être déréglé, on va dire, eh ben, ça va entraîner par effet domino un effondrement radical. C'est-à-dire qu'on a bien vu par exemple que la différence entre une grande peste du Moyen-Âge et la pandémie de Covid, c'est que forcément, avant que la peste traverse toute l'Europe, il nous faut quelques années, quelques dizaines, quelques centaines d'années, pour que le Covid devienne un phénomène mondial. C'est allé évidemment beaucoup plus vite. Donc on a une forme on va dire, d'interconnexion des systèmes, dont il va être beaucoup question aussi ce soir. Alors on a saisi ici à peu près l'objet de la collapsologie, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est à peu près un effondrement, qu'est-ce que ça représente. Donc voilà, une majorité de la population ne peut plus assurer la satisfaction de ses besoins, disparition des États, phénomène systémique mondial. Et donc en fait la collapsologie, c'est intéressant parce que ça part d'un postulat. Alors on dit un postulat en science, c'est en gros une proposition qu'on vous demande d'accepter pour qu'on puisse à partir de là faire de la science. Par exemple, les mathématiques sont riches de postulats, mais aussi la science de la vie. Les sciences sont quand même construites à partir d'un certain nombre, normalement, de postulats. C'est-à-dire de choses qu'on a du mal aussi à démontrer, et donc on demande aux gens qui veulent produire du savoir, parce qu'il y a souvent une fonction heuristique du postulat, on leur demande de l'accepter. Et le postulat de la collapsologie, on va l'interroger, mais pour le moment, il se pose comme ça, c'est-à-dire que nous allons vers un effondrement certain, à plus ou moins près l'échéance. Moi, je vous avoue que c'est quand même cette certitude-là, ce côté inéluctable du phénomène qui me perturbe un peu. Donc, on va essayer d'envisager ça ce soir. Mais pour l'instant, on a affaire à ce postulat. Et après, la collapsologie, pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est les deux points suivants. Il y a une grande variété des sources, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont. Déjà, c'est des gens qui ont des formations intellectuelles différentes et qui mobilisent des régimes de discours différents. Ça peut être des climatologues, ça peut être des gens des sciences dures, ça peut être des gens des sciences plus humaines. Il y a des sociologues qui participent, donc on a vraiment une approche transdisciplinaire d'un phénomène. Donc ça, souvent, c'est très intéressant et très profitable, parce que, vous savez, en France, on a quand même cette habitude de séparer bien les domaines, et l'interdisciplinarité, elle peut poser problème. Ces gens-là, ils sont directement, en quelque sorte, interdisciplinaires. Donc c'est assez intéressant. Et la lecture, du coup, est agréable de ce genre d'ouvrage, parce qu'on a affaire à plein de zones de savoir qui s'éclairent les unes les autres. Et du coup, ce soir, pourquoi on est là à deux? Parce que moi, j'essaie d'enseigner la philosophie, mon collègue les mathématiques, et donc on a à la fois des aspects scientifiques très pointus, et aussi des enjeux philosophiques qu'on va essayer de développer. Alors, problématique, pourquoi? Parce que nous, on répète à longueur de journée qu'on construit un propos à partir de problématiques, donc on essaie quand même de faire aussi ce qu'on dit, c'est pas mal. Donc c'est les questions qu'on va essayer d'envisager ce soir. Donc d'abord, on va essayer de revenir un petit peu sur la définition de ce que c'est la collapsologie, essayer d'approfondir, voir ce que ça nous permet de comprendre sur l'état de notre société, et surtout voir comment ça nous place par rapport à l'avenir. C'est ça qui me paraît vraiment très intéressant, c'est-à-dire que la collapsologie a le mérite de nous obliger, en quelque sorte, de nous contraindre, ne serait-ce que grâce au postulat qu'on a mis il y a 2 secondes, de regarder le futur. Et du coup, regarder le futur, ça implique plein de problèmes, de prévisibilité, par exemple, mais aussi d'angoisse, forcément. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Ensuite, mon collègue va plutôt prendre en charge la problématique suivante, c'est-à-dire est-ce qu'on peut prendre comme modèle les effondrements du passé? C'est-à-dire est-ce que ce qui est arrivé pourrait se reproduire dans notre monde, dans notre présent pour nous? Et surtout, ces modèles-là, ces effondrements du passé, ils sont peut-être riches de savoir, et du coup, peut-être que si on y regarde, il y a des choses à apprendre. Parmi les questions ce soir aussi, on va essayer de se pencher sur la question de savoir si la collapsologie a le monopole de l'effondrement. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a capturé vraiment ce thème pour le garder pour elle toute seule en quelque sorte, et que finalement il n'y a que ce discours qui se met à régner. Et c'est intéressant quand même parce que c'est des livres qui ont un certain succès, donc forcément ils peuvent après régner un peu en maître, et puis les critiques sont là, mais elles sont un peu discrètes et on ne les entend pas trop. Et puis, nous, on va essayer de savoir quels sont les discours qui critiquent la collapsologie et comment ils font pour le faire, pour opérer une critique sur ce genre de discours. Pareil, quelles sont les limites de la collapsologie? C'est l'idée qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir une critique, parce que finalement, c'est aussi la philo qui veut ça. Voilà. Alors, petit avertissement quand même, on n'est pas spécialiste non plus de la chose, c'est-à-dire on a quelques lectures, on a une vision un peu globale, mais pas non plus... Voilà, il ne faut pas non plus... C'est modeste. Alors, je laisse... Tu dis ça à chaque fois, mais bon, ça va. Ouais, mais c'est aussi parce que... voilà. C'est pas comme si on avait fait un travail de recherche de plusieurs années.
Donc, première partie, le regard des sciences sur les effondrements. Je laisse la parole à mon collègue. Ok, bien. Donc, pour commencer, on va revenir sur les aspects un peu historiques. Je vais aller un peu plus loin que le petit exemple des îles Pitcairn que j'ai donné tout à l'heure, beaucoup plus basé sur l'effondrement de Jared Diamond. Et je vais revenir un petit peu aussi sur la conférence qui avait été donnée par M. Trespeux sur l'effondrement à l'âge du bronze, parce qu'elle éclaire très bien notre propos. Alors pour ça, on va utiliser une définition d'effondrement donnée par Jared Diamond. Il faut savoir que c'est un anthropologue, un géographe, donc il n'a pas la même vision exactement que les collapsologues dont on a vu des définitions tout à l'heure. Je vous la lis. L'effondrement, ce serait la réduction drastique de la population humaine et de la complexité politique, économique et sociale sur une zone étendue et sur une durée importante. Donc on va se baser là-dessus pour la suite. Alors, il faut donc, ça ne correspond pas juste à une petite suite de déclin. On a vraiment quelque chose de global et d'important pour une zone importante et sur une durée quand même importante. Alors pour Jared Diamond, il donne énormément d'exemples. Donc je n'en prendrai qu'un seul, enfin, tout cela. Mais la plupart des civilisations, des sociétés disons, s'effondrent à peu près en suivant des processus très similaires. Il y a des variations. Et pour bien décrire ces variations, eh bien, il identifie des facteurs. Alors, il s'intéresse beaucoup aux facteurs écologiques, environnementaux, parce que pour les îles du passé, c'est principalement ça qu'on met en avant. Et puis c'est quelque chose qui nous intéresse aussi, nous, parce qu'on est très concernés par l'environnement à nouveau. Donc en particulier, je ne vais pas vous lire les facteurs. Là, je cite des facteurs écocides, c'est-à-dire qui concernent comment on tue l'environnement. Et il en décrit 8, qui vont revenir de toute façon quand je vais détailler, enfin quand je vais parler de mon exemple. Et puis on a rajouté 4 nouveaux, en particulier la pollution due à l'impact humain, le réchauffement climatique dû à l'impact humain. La plupart du temps, c'est des choses dues à l'impact humain mais qui n'avaient pas lieu. En revanche, c'est bien d'avoir une grille de lecture avec des facteurs globaux, parce qu'il n'y a pas que l'environnement qui entre en jeu. Donc il propose cette grille de lecture des principaux facteurs qui peuvent provoquer des effondrements. Les dommages environnementaux, donc on l'a dit, les changements climatiques, pas liés à l'être humain pour une société ancienne, a priori, les voisins hostiles, je vais confier avec ces voisins, après tout, ça peut être gênant. La dépendance aux partenaires commerciaux amicaux, c'est ce qu'on a vu dans l'exemple tout à l'heure avec les îles Pitcairn. Et puis, en fait, le facteur qui est présent à chaque fois, c'est le suivant, d'après lui, les réponses apportées aux problèmes environnementaux, les mauvaises réponses, voire l'absence de réponse en général. Donc voilà, ils sont tous présents, ces facteurs, à plus ou moins grande échelle à chaque fois dans les effondrements. Alors, l'exemple que je voulais vous donner, voilà, ce dont je vais vous parler, c'est la société viking. Donc, la société viking, voilà, qui commence à s'étendre à partir du 8e, 9e siècle. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire de ces sociétés qui ont eu un impact gigantesque sur l'évolution de l'Europe. Ils sont allés très loin au sud. Ils ont créé la principauté de Kiev en particulier, qui est liée à la naissance de l'État moderne russe. Et ce qui va nous intéresser, c'est plutôt maintenant ce qu'ils ont fait au nord. Ils sont partis de Scandinavie parce qu'en Scandinavie, la population a commencé à grandir et leur sol n'était pas suffisamment fertile pour qu'ils puissent nourrir toute la population. Donc ils sont devenus des grands navigateurs, des grands colonisateurs. En général, on les voit comme des pillards, mais c'est quand même des bons agriculteurs, ils savaient faire. Et donc, pour ce qui concerne l'Atlantique Nord, c'est les premiers à être arrivés, enfin, pas les premiers, mais les premiers à avoir apporté des civilisations sur les îles Orcades, sur les Shetlands et les îles Féroé, qui sont au nord de l'Écosse. Puis, ce sont les premiers à avoir mis le pied en Islande, puis au Groenland, et enfin sur ce qu'ils ont appelé le Vinland. Le Vinland, c'est une partie au nord du Canada. C'est la première fois qu'on mettait le pied en Amérique, finalement. Donc c'est les Vikings. Et voilà. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est on va essayer de distinguer un petit peu ce qui s'est passé sur les différentes îles que j'ai citées. Les Orcades et les Shetlands et les îles Féroé, ce sont des îles qui ne sont pas très éloignées du continent, pas très éloignées de la Scandinavie. Donc pour le commerce, voilà, ça se passait plutôt bien. C'est des îles où il est possible de faire de l'élevage. Ces facteurs ont fait qu'en fait, ces îles sont devenues pas riches, mais ont pu survivre facilement durant des siècles. Et actuellement, c'est toujours le cas. Le Vinland, en Amérique,
ben, ils sont restés 10 ans, une décennie, c'est tout. Parce qu'une fois qu'ils sont arrivés là-bas, ils ont rencontré tout de suite des populations autochtones, et ça ne s'est pas très bien passé. Et comme ils n'étaient pas très nombreux, et qu'il n'y avait pas beaucoup de côtes accessibles, ils ont décidé de faire demi-tour, de retirer. Ils sont restés quelques années, puis sont partis sous la pression des occupants. Ils sont revenus au Groenland où il y avait déjà de l'occupation. Plus intéressant maintenant, les deux îles qui nous restent, l'Islande et le Groenland. Alors, l'Islande, avant l'arrivée des Vikings, il y avait des arbres. Il n'y en avait peut-être pas beaucoup parce que c'est une île très venteuse, avec un climat difficile, avec des températures un peu rudes, mais il y avait des arbres. Et quand les Scandinaves, les Vikings sont arrivés là-bas, ils ont pensé trouver une terre qui était très similaire à celle qu'ils ont quittée, c'est-à-dire les terres de Norvège ou du Danemark. Or, ce n'est pas le cas. Là-bas, les arbres poussent, les plantes repoussent très mal. Elles ont mis du temps à se former, à se développer, et quand ils ont commencé, d'une part, à couper les arbres, d'autre part, à faire de l'élevage intensif, les moutons, ils ont goûté tout ce qu'ils ont trouvé. Et ça a donné plutôt les paysages qu'on trouve actuellement en Islande, les paysages lunaires, avec très peu de végétation. Pour nous, c'est très beau, en tant que touristes, mais pour eux, c'est un cataclysme. Donc, ils sont devenus l'un des pays les plus pauvres d'Europe, et ils le sont restés pendant très longtemps. Les fermes qui étaient installées là-bas dépendaient énormément des importations pour se nourrir. Or, les routes commerciales étaient quand même assez longues. Mais ils ont réussi à tenir parce qu'ils ont eu une bonne gestion globalement. Les fermes se sont entendues ensemble pour pouvoir gérer la situation. Et arrivé au XXe siècle, ils se sont mis à exploiter de nouvelles sources de revenus, si on veut, la géothermie en particulier, ils ont vendu de l'énergie. Et puis, ils vivent beaucoup du tourisme maintenant. Et c'est l'un des pays les plus riches au monde. Donc là, on a quand même l'histoire d'une île qui a failli s'effondrer à beaucoup de moments de sa vie, pour des raisons internes et environnementales, mais qui a réussi à survivre. Donc tout n'est pas noir, finalement, dans cette histoire que je vous raconte. En revanche, ce n'est pas tout à fait le cas du Groenland. Le Groenland, déjà, on ne peut pas s'installer où on veut. Le Groenland, il y a juste une partie au sud-ouest où ils ont pu installer des camps, parce que c'était les seuls endroits où ils pouvaient faire l'agriculture correctement. Alors, le Groenland, là je vais vous parler d'un effondrement, mais ils ont quand même aussi survécu 450 ans. Nous, voilà, nos sociétés plus modernes, thermo-industrielles, on est assez neufs en comparaison, donc on a quand même quelque chose à apprendre de ce genre de pays, même s'ils se sont effondrés quand même assez tard. Alors, au Groenland, qu'est-ce qui s'est passé? Pareil, là, le problème reste le même, ça a été le problème de l'élevage intensif. L'un des gros problèmes, c'était l'élevage intensif. Couper les arbres, érosion des sols. Donc, une fois de plus, au niveau de culture, ça pose problème. Mais ils ont rencontré aussi tous les facteurs que j'ai décrits tout à l'heure, que Jared Diamond a donné. En particulier, ils sont arrivés avec leurs valeurs vikings, et quand ils ont rencontré une population autochtone déjà installée, les Inuits, eh bien, ils ont refusé de quitter leurs valeurs pour suivre l'exemple des Inuits qui eux étaient là déjà présents et qui savaient comment survivre. En particulier, les Vikings sont arrivés dans une période de climat doux, et peut-être 50 ans après, eh bien, il y a eu une période glaciaire. Les glaces ont commencé à bloquer les détroits, il a commencé à faire très froid, et les Vikings n'ont pas su s'adapter à ça, et ont refusé de s'adapter. Ils ont continué à utiliser leur régime clanique avec des chefs qui avaient besoin de prestige, donc qui faisaient importer des produits de luxe plutôt que des ressources vraiment utiles. Donc là, on a le problème de la gestion, c'était le 5e facteur que je l'ai donné tout à l'heure. Et si on met tous ces facteurs ensemble, eh bien là, on a une chute inéluctable. Si encore il n'y avait que 3 des facteurs qui étaient présents, peut-être qu'ils auraient pu survivre. Mais là, quand même, tous les facteurs étaient présents pour qu'ils périclitent. Et ça a été le cas. On a l'effondrement des Vikings du Groenland. Donc voilà pour les Vikings. Et je suis assez d'accord avec M. Romain Trespeux qui nous a donné donc, une conférence UPOP également sur un autre thème qui dit qu'en fait, Jared Diamond sait bien, mais il prend un point de vue d'anthropologue où il considère en fait des isolats. C'est-à-dire, les exemples que je vous ai donnés, ce sont des îles. Et la plupart des exemples qu'il donne, ce sont des pays un peu isolés. Même l'Australie, ça reste quand même une île un peu isolée. Il n'y a pas cette idée de connexion entre les pays. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est proposé de donner une conférence qui parle d'un effondrement de plusieurs civilisations ensemble qui sont connectées. Donc, je suis désolé si vous avez déjà vu cette conférence, je vais juste faire un résumé le plus rapide possible que je peux, mais ça me paraît important parce que
Comme ça, on peut faire une distinction, ce que propose Jared Diamond et M. Romain Crespi. Alors, moins 1177, un peu plus, voilà. On est de moins 1500 à moins 1200 environ. Il s'agit de l'âge de bronze tardif. Pourquoi l'âge de bronze? Parce que le bronze, à l'époque, c'est un peu leur fuel, c'est leur énergie, comme nous aujourd'hui, notre énergie c'est le pétrole. Sans bronze, plus d'agriculture, la guerre ça devient difficile, enfin, les usages sont multiples. Les pays qui sont concernés, donc il y a la civilisation mycénienne, moi je vais aller de l'ouest à l'est, la civilisation mycénienne, la Crète en particulier, Chypre, l'Égypte, l'Arzawa qui se trouve en Turquie en particulier, l'Empire hittite, l'Empire assyrien, la Babylonie, et on va jusqu'à la région de l'Indus. Alors l'Indus c'est important parce que c'est là où se trouvent les gisements d'étain, les seuls qui existent, et pour pouvoir faire du bronze, on a besoin d'étain. Donc tous les pays ont besoin de bronze, donc forcément on a besoin d'être partenaire commercial avec les régions de l'Indus. Alors il s'agit ici d'un complexe de société, de civilisation complexe, riche. Riche pour plusieurs raisons. Déjà parce que ce sont tous soit des royaumes, soit des systèmes palatiaux qui sont bien stabilisés, ils ont une administration compétente, tout le monde travaille énormément pour maintenir le niveau de vie, ils ont besoin de plus en plus travailler, ils sont en flux tendu, ils ont une sorte de division du travail un peu avant l'heure, qui leur permet de bien vivre et de continuer sur ce mode de vie. Mais ce n'est pas suffisant, ils n'ont pas toutes les ressources, ils n'ont pas forcément chacun toutes les ressources nécessaires. Comme je l'ai dit, l'étain, il n'y en a qu'un seul endroit. Il y en a qui proposent d'échanger l'étain contre de la nourriture, ou contre des mercenaires, ou contre des œuvres d'art. Voilà. Donc on a aussi une notion de flux, une sorte de notion de mondialisation avant l'heure qui apparaît là. Donc M. Crespi pourrait faire parler d'internationalisation, pour ne pas mélanger les termes, mais on a vraiment une connexion énorme qui est matérielle et non matérielle, parce que ça peut être aussi des flux d'informations. S'il y a des conflits, l'information, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc il y a beaucoup de choses qui circulent. Les sociétés sont hyper connectées, elles deviennent très dépendantes les unes des autres, mais elles sont riches. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tout peut dégénérer? Vers moins 1177, finalement, vers moins 1200. Et bien en fait, ce qui s'est passé, c'est un petit peu comme pour le Groenland, une accumulation de facteurs. Voilà, des séismes, des débuts de famine, qui génèrent par effet cascade des conflits internes, de l'immigration massive, il y a eu ce qu'on appelle les peuples de la mer, voilà, qui se sont formés, qui ont commencé à aller un petit peu partout. Les destructions, alors il n'y a pas eu tant de destruction matérielle que ça, mais les cités commencent à se vider, c'est la fin de l'époque urbaine pour beaucoup de ces civilisations-là. Les élites sont renversées, oui, on n'arrive plus à remplir leur rôle auprès de la population qui est touchée par la famine, etc., etc. Donc ces effets cascades qui touchent la population, elles viennent quand même d'un certain nombre de facteurs. Puis j'oubliais bien sûr, le bronze, on n'en parle plus. Enfin, les partenaires commerciaux, à un moment, ça s'arrête. Il n'y a plus moyen, les navires de commerce ne circulent plus sur les eaux, etc. Donc quasiment toutes les civilisations, à l'exception de l'Égypte, de Babylone et de quelques autres villes, se sont effondrées. Alors est-ce que ça signifie qu'il n'y a plus de survivants? Ce que dit M. Crespi, enfin, est-ce que ça signifie qu'on est revenu à une époque barbare? Parce que, j'ai oublié de dire, l'écriture disparaît aussi. Plus d'écriture à ce moment-là. M. Crespi nous pose la question donc, est-ce que ça signifie que on tombe dans une forme de barbarie, c'est le chaos, il n'y a plus personne, tout a disparu? Il semblerait que non. En fait, il y a des survivants. C'est juste qu'il n'y a plus l'organisation qu'il y avait avant. L'organisation s'est beaucoup simplifiée. M. Crespi parle de simplification. On avait un régime complexe, il s'est simplifié. L'écriture n'est plus là, mais c'est peut-être parce qu'on n'en a plus besoin, vu que le système de commerce habituel n'est plus le même. Enfin, il n'y a plus de commerce. Et tout va renaître, parce que des populations venant d'ailleurs vont revenir, vont stabiliser les royaumes qui sont encore un peu en conflit, enfin ce qu'il en reste, et les choses vont reprendre. C'est l'effondrement d'une civilisation, je dirais plutôt d'un ensemble de civilisations hyper connectées, mais ça ne signifie pas un âge sombre. C'était le point sur lequel insistait M. Crespi, c'est que l'idée d'âge sombre, elle est vraiment à relativiser. Les pays peuvent se remettre. Donc il y a quand même une forme de point de vue assez optimiste sur les effondrements. Les choses peuvent renaître. Alors, on en arrive maintenant à la fin de la perspective historique que je voulais donner. Comment on se situe? Est-ce que la vision que M.
propose le parallèle qu'il a fait entre l'âge de bronze de société hyper connectée et le nôtre est vraiment pertinent? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont rajoutés à notre époque qui n'existaient pas avant et qui donc peuvent nous mener à des choses bien pires? Est-ce qu'on est, pour reprendre l'expression de Jared Diamond, est-ce qu'on vit sur un polder? On prend cette image des Pays-Bas, les Pays-Bas qui ont construit des polders parce que, vous savez peut-être, les Pays-Bas est l'un des pays les plus bas au monde, c'est le nom qui signifie. Il est en dessous du niveau de la mer pour la plupart. Donc ils ont construit des polders, des régions artificielles sur la mer. Et Jared Diamond, son idée, c'est le monde entier serait un polder finalement. On est tellement connectés à présent, on est tellement dépendants les uns des autres qu'on forme une sorte de masse artificielle et la moindre les dégradations qui peuvent arriver sur ce polder nous concernent tous et pourraient donc tous nous impacter d'un seul coup. Alors, passons au temps présent. On est sur quoi? Ah oui, non, ça c'était la carte. Ouais, pardon. Alors, pour les temps présents, ce que je vous propose, c'est. Je ne vais pas reparler de la biodiversité, il semblerait qu'il y ait une autre conférence qui en a beaucoup parlé, mais je vais prendre d'autres facteurs qui sont apparus à notre époque, au XXe siècle. La prise de conscience écologique, elle a pris du temps. Il y a d'autres facteurs que Jared Diamond, pour le reprendre encore une dernière fois, met en avant comme étant des facteurs majeurs de crise, en particulier l'utilisation des armes nucléaires. Bon, ça, on en a conscience depuis Hiroshima. Pour ce qui est de la biodiversité, pour ce qui est du changement climatique, ça prend plus de temps. En revanche, c'est des choses qui ont été réfléchies par des scientifiques. En particulier, il y a ce qui s'appelle un rapport qui a été demandé par le Club de Rome dans les années 70, qui s'appelle le rapport Meadows, en général, parce que c'est du nom à l'époque ils étaient thésards, des scientifiques qui ont proposé le modèle. Alors de quoi s'agit-il? De quoi parle ce rapport? Ce rapport, il est construit sur un modèle, une simulation informatique, c'était le début de l'informatique à l'époque, par des scientifiques du MIT, qui ont cherché à voir comment se développait le monde quand on bougeait un certain nombre de paramètres. Donc on va pouvoir voir directement ici quels sont les paramètres qui sont en jeu. Donc vous voyez, il y a une évolution des courbes, des années 1900, alors les courbes qui sont en gras, pardon, c'est les données qu'on a récupérées. Les courbes qui sont en pointillés, ce sont les simulations, c'est-à-dire les prédictions qu'on peut faire à l'aide du modèle informatique qui est proposé. Donc on regarde en fait comment ces paramètres interagissent les uns avec les autres, en particulier l'évolution de la population, la pollution de plus en plus nombreuse, l'état des ressources, etc. Et ce qu'ont remarqué ces scientifiques, enfin la conclusion qu'ils donnent, c'est si on part du principe qu'il y a des limites physiques à notre monde, ce qui paraît plutôt cohérent, des ressources limitées, un climat qu'il ne faut quand même pas trop toucher, alors un effondrement généralisé de la civilisation thermo-industrielle, la nôtre, celle de notre en tout cas, aura très probablement lieu durant la première moitié du XXIe siècle. C'est ce qu'on voit à peu près là quand on regarde les courbes qui ont tendance à toutes s'effondrer. Pas toutes en même temps, il y a des effets cascades, il y a des choses qui arrivent un peu en avance, mais voilà. Donc là ils se sont dit c'est pas possible. Bon, ils ont vu un peu leur modèle dans le sens où ils ont changé les paramètres pour créer différents scénarios. Et donc comme ils ont été très surpris, ils ont cherché aussi à créer des modèles plus optimistes, mais il se trouve qu'à chaque fois, ils tombaient toujours avec cette idée que les courbes s'effondraient. Même bien sûr avec des scénarios assez optimistes. En fait, les seuls cas où on parvient à une forme de stabilité, c'est quand on règle de façon optimale la plupart des paramètres. Des ressources pas inépuisables, mais quand même très nombreuses, etc. Pas trop de pollution, on est parvenu à gérer notre pollution. Voilà. Donc c'est quand même plutôt inquiétant. C'est un tournant un petit peu dans l'histoire, même si on n'a pas tant entendu parler, enfin, je ne sais pas si le rapport Meadows et le rapport au Club de Rome, ça dit quelque chose. Moi j'ai découvert ça avec la collapsologie. Et voilà, c'était un tournant pour cette pensée, en particulier pour la pensée économique, parce que les penseurs économistes de l'époque, les penseurs orthodoxes, ils se sont mis à critiquer très fort ce modèle, mais en même temps, certains se sont mis à intégrer l'écologie dans leur théorie économique, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, la pollution, non. Ça n'avait aucune raison d'avoir un impact sur l'économie. Donc ça a eu au moins cet intérêt-là. Alors,
c'est quelque chose sur lequel les collapsologues s'appuient beaucoup. Ils aiment bien rappeler le rapport Meadows, parce que c'est un fait historique pour eux. Et les collapsologues ne vont avoir de cesse de chercher à montrer que, en effet, nous avons des mauvaises gestions des ressources, nous avons des impacts énormes et que tout cela peut mener à des effondrements globaux. Pour ça, ce que je propose, c'est de ne pas reprendre tout le livre de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, donc pour celui-là, parce qu'il y a vraiment énormément de choses dedans, mais je vais prendre quelques idées. Enfin, parler de quelques facteurs modernes d'effondrement. Bon, on peut partir du plus simple, c'est la démographie, tout simplement, 7,7 milliards d'habitants actuellement, et ça ne s'arrête pas. Alors, il y a quand même un ralentissement de l'évolution de la démographie dans les pays du premier monde, comme ça, mais ça continue à augmenter quand même dans les pays du tiers-monde. Pas arriver à un niveau de stabilité, et quand même, tout ce monde-là, il faut le nourrir. Le nourrir, c'est un exemple, il faut faire. Enfin, il y a un impact par habitant qui est très élevé. Alors, on parle beaucoup de surpopulation. La surpopulation, c'est un concept intéressant. Il en est question dans ce livre-là, je ne fais que montrer. La surpopulation, c'est pas seulement l'idée de quantité d'une personne, c'est aussi comment les gens se répartissent dans le monde. Je vais y revenir plus tard, mais M. Tresco l'avait dit, plus de la moitié des personnes dans le monde vivent à moins de 40 km des côtes. C'est quelque chose qui va avoir un impact, ça. Il y a aussi l'impact par habitant, il n'est pas le même selon les régions du monde. Il y a le flux, comment il se déplace. Tout ça, ça entre dans le concept de surpopulation, qui n'est pas juste une idée de « il y a beaucoup de monde ». C'est aussi, il y a un impact énorme et les gens sont impactés différemment selon l'endroit et l'endroit où ils se trouvent. Alors, autre chose, on l'a déjà dit, nous sommes mondialisés, on va pas se mentir, on est comme à l'époque du bronze, mais encore pire, cette fois-ci, c'est l'ensemble du globe qui est concerné. Alors, quand on parle de société thermo-industrielle, il y a quand même quelques régions du monde qui sont restées paysannes et qui sont un peu les oubliés des sociétés thermo-industrielles, qui donc ne vont pas être impactées exactement de la même manière, mais qui subissent quand même beaucoup des dommages qu'on peut leur causer. Alors, ça a déjà été dit, mais je vais le rappeler, hyper connecté, ça veut dire que les échanges se font rapidement, même de plus en plus rapidement, bien plus rapidement qu'à l'époque du bronze, à l'époque de l'âge du bronze. Et donc on peut transporter plein de choses, en particulier des organismes pathogènes, choses sympas comme ça, vous voyez, qui finalement finissent par se développer à toute allure. Alors nous, les terriens mondialisés, nos institutions, nos sociétés, nous sommes dépendants des ressources et des énergies, énormément dépendants. Quand on parle d'énergie, on peut penser avant tout aux énergies fossiles. Et justement, l'un des points particuliers sur lesquels appuient beaucoup les collapsologues, c'est le pétrole. Et c'est vrai que le pétrole, c'est une ressource dont on ne peut absolument pas se passer. Le pétrole, ça intervient en tant qu'énergie, en effet, pour se déplacer. Déplacement par besoin, c'est sûr. Mais c'est utilisé partout dans l'industrie. C'est utilisé aussi également beaucoup dans les institutions telles que les hôpitaux, pour les matières plastiques, dans l'agroalimentaire. On se passe de plastique, il faut revoir complètement notre chaîne alimentaire et comment fonctionnent nos hôpitaux, notre système médical dont on est hyper dépendant de plus en plus aussi. Donc se passer du pétrole, pour l'instant, ça paraît bien compliqué. On propose des alternatives. Je vais un peu vite parce que là, je vais vous parler finalement de ce qui est un peu l'un des Cézanne des collapsologues, c'est ce qu'ils appellent le pic pétrolier. Bon, le pic pétrolier, ça se comprend assez bien, ça se comprend assez bien, il y a parfois des mauvaises idées qu'on a dessus. On se dit, les ressources en pétrole vont s'épuiser. L'idée du pic pétrolier, c'est pas ça. En fait, les réserves de pétrole ne sont pas être prêtes à s'épuiser, c'est juste qu'on en a toujours besoin de plus pour fonctionner, pour garder notre niveau de vie. Et pour ça, on a besoin d'aller creuser de plus en plus profond, d'extraire de plus en plus profond. Donc, on a besoin de plus en plus d'énergie pour extraire de plus en plus de pétrole. Dit autrement, on a besoin de plus en plus de pétrole pour extraire de plus en plus de pétrole. Donc là, on a quelque chose qui explore la queue. Finalement, à un moment, ça devient vraiment pas rentable d'extraire le pétrole en profondeur, parce que déjà, on a besoin qu'on en extraire. C'est l'énergie qu'on utilise principalement. Donc, on pense à des alternatives. Le gaz de schiste, dont on a entendu parler, les pétroles non conventionnels. Ils n'ont pas toutes les bonnes propriétés du pétrole. Ils causent autant de dégâts sur l'environnement, voire plus que le pétrole conventionnel. Et finalement, ils vont avoir les mêmes problèmes au niveau de l'extraction.
Donc ça, c'est pas une solution. Peut-on éviter ce pic, c'est-à-dire finalement le moment où on commence à ne plus pouvoir en extraire autant qu'on veut? Alors, bah, ça, c'est une question et qui fait penser aux collapsologues qu'on se dirige vraiment vers une fin de la société thermo-industrielle telle qu'on la connaît, puisque notre énergie principale, dont on n'a pas trouvé d'alternative, bah, voilà, elle va finir quand même par manquer. Alors, le pétrole, ça a des impacts aussi. Donc finalement, c'est bien d'avoir du pétrole, mais d'un autre côté, c'est là où on a comment dire, c'est l'un des éléments qui... c'est là où on a des rejets de gaz à effet de serre aussi très importants. Donc là, je pars sur un autre domaine. Là, on est en train de voir qu'il y a des effets cascades qui se suivent. Voilà, on nous parle beaucoup de réduire les rejets de gaz à effet de serre, et en effet, là, on parle de problèmes tels que le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, ça va toucher la biodiversité, dont j'ai dit que je n'allais pas m'en occuper ce soir, mais ça va avoir des impacts sur lesquels je vais revenir plus tard quand je vais parler de l'eau. C'est un des phénomènes majeurs. Excusez-moi, je vais essayer de me retrouver. Donc, touche au pétrole, c'est pas une bonne chose. Donc, alors, oui, pardon, je voulais revenir sur quelque chose par rapport au pic pétrolier. L'un des problèmes du pic pétrolier, ce ne serait pas non plus seulement le fait de manquer de la ressource de l'énergie, ce serait peut-être avant tout un effondrement financier. Bah oui, on parle en pétrodollars, c'est pas pour rien. Le système financier est hyper dépendant des importations et exportations de pétrole. Donc peut-être qu'avant d'avoir un effondrement par l'énergie, on peut avoir un effondrement financier. On ne sait pas. Là, les collapsologues disent que les scénarios, il n'y a pas une certitude sur les scénarios qui vont être les premiers arrivés. Donc voilà, je le disais tout à l'heure, donc les problèmes de pollution de l'air par les rejets de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique qui sont deux autres phénomènes qui sont liés finalement aussi au pétrole et à beaucoup d'autres choses dont on a conscience et sur lesquelles je ne vais pas revenir. Alors, le réchauffement climatique, on peut parler même de dérèglement climatique, ce qui serait peut-être plus juste. Quelles seraient ses implications? Une détérioration de la biodiversité, ça j'ai dit, des sécheresses, des canicules de plus en plus excessives. On lit souvent les rapports du GIEC qui nous parlent de degrés supplémentaires. Bon, on le ressent un peu les étés, c'est pas encore totalement flagrant, mais ça pourrait être quelque chose qui se produit de plus en plus vite, qui s'accélère aussi. On est sans cesse dans des phases d'accélération dans ce modèle des collapsologues. Donc on atteindrait finalement un réchauffement climatique global, fonte des glaces au nord, température insoutenable au sud, donc potentiellement des réfugiés climatiques, des flux de réfugiés climatiques venant à la fois du nord et du sud. Il y a aussi, et ça je vais revenir sur les problèmes de l'eau, le fait que l'eau des océans va continuer à augmenter. Donc voilà. Voilà, ces nombreux désagréments, ils seront certainement dus à des causes diverses, mais pas seulement celles que j'évoque. Alors, pour réduire les effets, je vais revenir juste pour les effets, pour réduire les rejets de gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'on nous propose actuellement? Un des trucs dont on nous parle beaucoup, c'est la voiture électrique. Alors, la voiture électrique, il y a beaucoup de choses à en dire. En particulier, et là, je reprends en fait les propos d'une intervenante que j'ai trouvée sur la chaîne Thinkerview, Laurent Stéphane, qui est une spécialiste ingénieure dans le domaine des mines et des métaux, qui fait une interview absolument passionnante en nous parlant de son domaine de compétences, et qui nous dit tout simplement, d'après les estimations, les voitures électriques, si on prend globalement la voiture électrique, donc comment elle a été conçue, etc., eh bien, elle va provoquer l'émission de 2 fois plus de gaz de CO2 que les voitures à pétrole conventionnelles. Tout simplement parce qu'on ne parle pas de ce qui a permis de concevoir la voiture. Or, dans une voiture électrique, en fait, il y a besoin de beaucoup plus de métal. En particulier, il y a les batteries. Mais il n'y a pas que les batteries. La charge de métal est beaucoup plus importante. Et ce qu'elle nous explique, c'est que extraire du métal, c'est très difficile, c'est très polluant. Ça a beaucoup de problèmes au niveau de la pollution, du stockage. Et finalement, c'est quelque chose auquel on ne pense pas. Mais voilà, on est cerné de toutes parts par diverses problématiques. Là, en l'occurrence, c'est la problématique du métal, à laquelle on ne pense pas dans les voitures électriques, mais elle est cruciale. Or, actuellement, on insiste beaucoup sur les gaz à effet de serre, mais on ne voit pas les autres problèmes que ça risque de générer.
Donc d'après cette intervenante, la voiture électrique, c'est même pas une solution, c'est même peut-être un aggravement de la situation. Je me souviens d'un chiffre d'ailleurs, elle disait une borne de recharge de voiture électrique c'est 100 kg de métal, et en fait le métal, quand on l'extrait dans les mines, on le compte en grammes par tonne. Oui. Donc ça donne une idée en fait de ce que ça coûte finalement en termes de ressources. Ouais, mais même là en fait, et le problème après c'est les coproduits, mais bon, enfin on va pas refaire toute. On parle de la ferraille, on parle de. Oui, mais quand même il faut du cuivre par exemple, il faut des choses. La plupart des mines, il y a de l'arsenic. Mine d'or, d'argent, de cuivre, c'est de l'arsenic. Voilà. On ne peut pas faire autrement que l'extraire et c'est juste. On pourrait parler de la même façon des éoliennes et du rapport On pourrait en parler aussi. productivité des éoliennes par rapport à la consommation énergétique. Voilà. Donc le métal, un problème auquel on ne parle pas suffisamment, mais voilà, qui intervient bien dans le cadre de cette conférence. Puis je voulais finir avec le problème de l'eau. Produire cette électricité. Pardon. Sans compter qu'il faut aussi produire cette électricité. Un autre problème. Et souvent, elle est faite à partir de charbon ou de gaz, quoi. Globalement dans le monde, quoi. Souvent, une voiture électrique, c'est des fois une voiture au charbon, quoi. Voilà, si on réfléchit bien, ça réfléchit bien à tout ce qui s'est passé en amont, et si on réfléchit un petit peu à ce qui se passera en aval aussi. Puisqu'elle n'est pas tout, finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, la dernière fois que je vous parlais, c'était le problème de l'eau. Attention, il y a du plastique devant maintenant. Ouais, c'est bien, c'est pour illustrer mon propos. Alors, avant de parler de ça, je vous ai parlé de la montée des eaux. Plus de 50% de la population mondiale à moins de 40 km des côtes, et de l'eau qui monte, qui monte, qui monte. Dans le livre Symphonie atomique, l'une des plus grandes plaies qui est décrite, ça a été justement la plaie de la montée des eaux, qui a vraiment bouleversé le monde. Donc, il le décrit de façon très poignante dans ce livre. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a inquiété énormément. De me dire, voilà, la montée des eaux. Donc, d'un problème, il y a trop d'eau, et puis de l'autre côté, il y a aussi le problème de pas assez d'eau. Là, on a vécu des petits épisodes de sécheresse. Là, la charge d'eau hivernale qui permet de remplir les nappes, elle n'a pas été vraiment suffisante, donc il faut s'attendre à un été pas joyeux, quoi. Voilà. D'autant plus qu'il risque de continuer à faire chaud cet été aussi. Donc ça concerne nos pays tempérés, finalement. On continue à boire de l'eau qu'on peut boire. Si on regarde le reste du monde, c'est très hétérogène. Il y a des pays où l'eau, c'est l'or bleu, où il y a des conflits pour l'eau, justement. Pensez à la région du Cachemire en particulier, entre l'Inde, le Pakistan et la Chine. Voilà, donc, et il y a tout simplement aussi des pays d'Afrique qui, eux, sont dans des situations de crise hydrique. Tout simplement, là, les nappes ne sont plus du tout suffisantes pour apporter l'eau nécessaire à ces populations. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit moment de réjouissance que je vous ai apporté sur l'état du monde. Il y a beaucoup d'autres choses à dire sur les causes potentielles de l'effondrement. Là, je voulais faire un état des lieux. Et je vais laisser la parole à mon collègue pour vous parler maintenant un peu plus profondément de la collapsologie, de ce que disent les collapsologues. Ok. Alors, du coup, oui, moi je vais m'occuper de la manière dont ce courant qu'on appelle collapsologie prend en charge un petit peu de ces questions. Comment il le fait? On va regarder un petit peu la méthode, le contenu, on va essayer de cerner un petit peu ce discours. Et pour le faire, on va aller aux origines un petit peu du discours qu'on peut appeler aujourd'hui collapsologie. C'est une origine qu'on va appeler le catastrophisme. Et on va bien essayer de distinguer catastrophisme et collapsologie. Et le catastrophisme, il intervient, il naît peut-être à la fin des années 70 avec un livre de philosophie qui est assez important, d'un auteur allemand qui s'appelle Hans Jonas. Et le livre s'appelle Principe responsabilité. Et dans ce livre, en fait, Hans Jonas tire un peu un constat à la fin des années 70 de où on en est en gros avec la technique surtout, et du coup ce que ça nous oblige en fait à faire nous en tant qu'être humain, c'est-à-dire quels sont en fait les enjeux qu'on ne peut plus lier, les réactions qu'on doit avoir, aussi sur le plan éthique. Parce qu'en fait c'est une réflexion qui va essayer de poser une nouvelle éthique, et l'éthique en philo c'est le domaine des règles que l'on se donne pour bien vivre. Donc en fait, Hans Jonas, il arrive à la fin d'une décennie qui est la décennie 70, à laquelle en fait on est conduit à un certain nombre de constats que mon camarade a un petit peu développé, c'est-à-dire qu'effectivement les premiers cris d'alarme scientifiques se font entendre sur l'état du monde, les enjeux écologiques, etc. Et donc pour Hans Jonas, il y a une responsabilité à prendre pour nous parce que nous avons en fait un rôle à jouer dans le contrôle un petit peu de ce qui se passe, ou la tentative de contrôle de ce qui se passe. Donc il faut bien distinguer d'abord le catastrophisme et la collapsologie. Le catastrophisme se donne la catastrophe comme horizon pour penser
mais avec l'idée qu'on va quand même essayer d'agir pour l'éviter, alors que la collapsologie finalement pose la certitude de l'effondrement. Et donc en final annule ou écrase, enfin, c'est un des points de critique principaux peut-être, notre capacité d'action sur la catastrophe. Comme elle est inéluctable, on regarde plutôt après la catastrophe que ce qu'on peut faire pour vraiment agir. Donc les bases un petit peu de la pensée de Hans Jonas, dont ces gens-là se réclament abondamment, hein, quand même, enfin, c'est pas moi qui pense que c'est une origine, hein, c'est dans le livre, ils se revendiquent un peu de cette origine-là. Le premier point, c'est que Hans Jonas arrive à un moment donné où il y a un constat qui se pose, c'est que nous avons la capacité technique de détruire l'espèce humaine, donc avec évidemment l'arme atomique, et que du coup, ça pose forcément un enjeu très fort. Le deuxième point, c'est l'idée que nous avons en fait inventé la plupart du temps, enfin, jusqu'à présent, des solutions techniques à des problèmes techniques. Et souvent, quand j'explique ça aux élèves, je prends le mythe de Dédale et Icare. Dédale est quelqu'un qui est une figure de l'ingénieur dans la mythologie grecque, c'est-à-dire qu'on vient le voir quand on a un problème et il invente une solution. Sauf que ces solutions posent de nouveaux problèmes. Donc par exemple, il y a une femme qui veut s'accoupler avec un taureau, donc ça ne marche pas bien, donc en fait Dédale il fabrique une vache creuse dans laquelle la femme se glisse et hop, ils peuvent s'accoupler et c'est super. Sauf qu'après il y a le Minotaure, donc nouveau problème. Donc on demande à Dédale de se débrouiller de ça, donc il fabrique un labyrinthe, etc. Puis après il commence à le montrer aux gens, il est très content. Puis après on l'enferme dedans pour le punir avec son fils, et du coup, bon, voilà, sa solution devient un problème. Et donc après, vous savez, il colle des plumes avec de la cire et tout ça, et puis ils s'en vont vers le soleil, et puis du coup ils se brûlent les ailes, tout ça. Donc en fait, Dédale nous montre que nous avons tendance à créer des solutions techniques à des problèmes posés par nos solutions techniques précédentes. Et donc une forme d'emballement en fait, qu'on ne contrôle plus très bien. Et en fait, on ne la contrôle plus très bien. Le signal de ça, enfin le symptôme de ça, c'est qu'on ignore les conséquences que peuvent produire les techniques que l'on invente. Et donc, Hans Jonas nous dit qu'il faut reconnaître notre ignorance à ce niveau-là. Ça veut dire que si vous voulez poser une solution technique à un problème technique, il y a un moment donné où il faut se dire qu'on ne sait pas trop ce que la nouvelle technique va donner. Voilà. Typiquement, je repense aux ampoules, il y a quand même cette idée-là aussi dans les nouvelles ampoules qu'on a, ou dans des choses auxquelles vous pouvez penser aussi. Donc à partir de ça, Jonas nous dit bon, il nous faut une nouvelle éthique, c'est-à-dire des nouvelles règles pour agir vis-à-vis de collective. Et il nous dit, on ne va plus passer à une responsabilité qui est rétrospective, c'est-à-dire d'habitude c'est vous avez fait quelque chose, voilà, vous êtes responsable. Il passe à une responsabilité prospective, c'est-à-dire justement, c'est intéressant le catastrophisme parce qu'on commence à regarder le futur. Bon. Et il nous dit, il va falloir être responsable et se donner une nouvelle règle d'action. Alors en bon philosophe allemand, il va tirer sa règle d'action de Kant en fait, hein, il va produire un peu un impératif catégorique à la Kant, comme dans la morale kantienne en fait. Et il va nous dire qu'il faut agir de manière à préserver, en gros, la qualité de vie des générations futures. Et c'est très important cette notion, parce qu'il y a bien dans Hans Jonas l'idée que l'humanité ne cherche pas simplement à survivre. Quand on survit, on n'est pas dans un état de vie dit humain, en fait. Il faut vivre dignement. Donc ce qu'on veut faire, c'est agir de manière à préparer pour les générations futures une vie humaine digne. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la... C'est là que ça s'écarte un peu avec la collapsologie, parce que clairement, chez Hans Jonas, il y a l'idée que, et ça se retrouvera chez un philosophe qui s'appelle Jean-Pierre Dupuis, dont je vais parler un peu éventuellement à la fin de la conférence si j'ai le temps, il y a l'idée quand même que la catastrophe, c'est une promesse de malheur, mais qui contient en filigrane le bonheur. C'est-à-dire que malgré tout, à l'intérieur de cette direction qu'on a, enfin de ce mouvement qu'on a vers la catastrophe, il y a une possibilité quand même de prendre le contrôle de ce qu'on fait et de éventuellement infléchir la tendance. Donc, nous avons ici un propos qui maintenant va se concentrer sur, enfin qui va revenir sur ce que fait la collapsologie, et ce qu'on va voir, c'est que avec Hans Jonas, du coup, l'idée, c'est finalement, on a un devoir-être de l'humanité qui implique un devoir-faire. C'est-à-dire, nous devons vraiment faire des choses. Nous avons comme un impératif moral qui tombe sur nous. Et du coup, on essaye de produire quelque chose qui fait bouger les choses. Et le propos suivant ici, c'est de dire que ce que nous proposent les collapsologues, dans ce livre notamment, qui est du coup un livre dont on parle beaucoup, parce que comme je disais tout à l'heure, il est fondateur, c'est une typologie des réactions
parce que c'est des gens qui ont fait beaucoup de conférences, on allait voir le public, et après ils ont fait une typologie des réactions du public face à l'effondrement. Et là, il y en a 4 en fait, grandes réactions. Moi pour l'instant, j'en envisage deux premières ici. C'est les survivalistes et les non rationnelles. C'est-à-dire celles qui règnent, c'est plutôt des valeurs individualistes, qui prônent déjà une forme de repli sur soi. Donc le survivaliste, c'est celui qui maintient ses valeurs dans la préparation qu'il opère vis-à-vis d'une catastrophe à venir. Donc bunkerisation, c'est-à-dire typiquement on crée des bunkers avec plein de réserves, repli sur soi, individualiste, etc. Et on s'arme aussi, j'ai oublié de le mettre, très important, parce qu'on est quand même aux États-Unis, si on s'arme pas, il y a comme un manque, hein, on s'arme. Et par rapport à ça, donc là on est dans une logique vraiment individualiste, par rapport à ça, les gens qui s'opposent en quelque sorte à cette réaction-là, qui se distinguent du survivaliste, c'est les gens qui vont appeler les transitionneurs. Donc des gens qui en fait vont faire privilégier les logiques de groupe sur les logiques individuelles. Et eux, ils vont avoir tendance à déployer les logiques de solidarité. Ça m'a bien intéressé parce qu'on va trouver ici, en train de s'exprimer à mon avis, quelque chose que l'on pourrait appeler le projet politique de la collapsologie. Alors il arrive dans un deuxième livre qui est écrit aussi par Pablo Serling mais qui change de collaborateur avec Gauthier Chapelle, qui s'appelle donc L'entraide de l'autre bout de la main, qui est le livre qui fait suite à celui-là. Et là-dedans, en fait, ça s'appelle l'entraide, on voit bien le lien potentiel avec la solidarité. Ils vont développer un projet politique qui a des liens avec l'anarchisme. Et ça, c'est tout à fait intéressant, parce que l'anarchisme, c'est cette proposition politique qui va, donc bon, j'ai pas le temps là, mais c'est un courant très complexe, mais qui a quand même deux grandes options. La première, c'est faire disparaître l'État par la lutte volontaire des gens, du peuple. Et la deuxième option, ça va être de proposer des formes d'organisation sociale qui naissent justement de la société, une forme d'auto-organisation, d'autogestion. Et pourquoi ça marche bien avec la collapsologie? Parce que la collapsologie se dit, nous pourrions récupérer les modalités que pensent les anarchistes pour organiser la société, sauf qu'au lieu que ça nous coûte de l'énergie de faire disparaître l'État, l'État va disparaître tout seul. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus avec la définition initiale, parce que comme l'effondrement implique la disparition des autorités instituées, elle laisse le champ, en fait, libre, aux manières que nous allons avoir, en fait, peut-être en citoyens survivants après l'effondrement, les moyens que nous allons avoir de manière autonome de nous organiser. Donc voilà, on est quand même dans cette différence entre effondrement subi chez les collapsologues et effondrement choisi en quelque sorte chez les anarchistes, pardon. Mais en tout cas, il y a cette idée-là qui est intéressante. Alors je vais un petit peu dans les détails, mais pas trop, parce qu'on est déjà largement en retard, hein, on ne cache pas ce qu'on est en train de faire. Donc, l'anarchie, dès le début à peu près, fait jouer la société contre l'État. C'est-à-dire que l'anarchie va dire, vous avez ça très fort chez Bakounine, la société c'est naturel, l'État c'est artificiel. Donc s'il faut se séparer d'un des deux trucs, ça va être l'État, parce que l'État c'est ce qui est institué, c'est-à-dire mis en place par décision humaine, alors que la société, nous ne pourrons pas nous séparer de l'idée que nous avons des gens autour de nous et qu'il va falloir vivre avec. Donc il y a déjà ce divorce entre la société et l'État. En plus de ça, les anarchistes ont une forme de clairvoyance, consiste à dire que l'État prône, en tant qu'autorité qui s'applique sur nous, à des valeurs qui dirigent vers, bon, bah, on va essayer quand même de rendre les gens libres, de faire en sorte qu'il y ait un peu d'égalité, et nous on constate bien que les inégalités se creusent dans la société et que la lutte des classes est encore active. Donc en fait, ça crée vraiment un divorce, qui fait que du coup, l'État n'est pas une solution, mais devient un problème, et on décide de s'en passer. Et ce qui est très important chez les anarchistes, et qui donne des textes très beaux sur la liberté, notamment parce qu'on change complètement de conception de la liberté politique, c'est que la liberté chez les anarchistes ne peut pas exister sans la solidarité. Et ça fait un point d'intérêt de la collapsologie, parce que ça nous pousse à réfléchir à ce que nous pourrions faire ensemble, étant donné que l'État ne serait plus là. C'est-à-dire, ça nous pousse à envisager, effectivement, que les relations que nous pourrions avoir seraient construites sur l'entraide et la solidarité, et pas comme on peut le penser avec les survivalistes, plutôt en mode pillage, comme on voit dans les films hollywoodiens, et Gauthier Chapelle et Pablo Serling montrent bien que, par exemple, ce qui se passe après la catastrophe de Katrina, l'ouragan à la Nouvelle-Orléans, c'est plutôt des manifestations de solidarité, concrètement, et marginalement des opérations de pillage, de la violence, du repli sur soi, etc. Donc on a quand même un genre d'espoir, finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en faisant exploser un certain nombre de choses qui paraissent inamovibles et qui nous gênent, l'État, eh ben, on laisse le champ ouvert à des possibilités politiques qui sont
aujourd'hui considérées, on va dire, comme marginales. Peut-être que la pensée politique marginale aura l'occasion finalement de devenir celle qui va nous concerner directement. Et ça, je ne peux pas le dire quand même, il y a vraiment une forme de liberté politique qui est typique de l'anarchisme et qui est quand même assez intéressante, c'est encore chez Bakounine qui dit « En fait, je suis libre à partir du moment où les autres sont libres ». C'est-à-dire que ce qu'il critique, c'est le fait que l'autre soit une limite à ma liberté. Et quand on dit, avec les utilitaristes, dans le néolibéralisme, quand on dit la phrase célèbre « ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre », ça veut dire que la liberté de l'autre est une limite à la mienne. Et ça, l'anarchiste n'est pas du tout d'accord. Pour lui, l'anarchiste, l'autre n'est pas une limite à ma liberté, c'est plus nous sommes libres ensemble, plus nous sommes libres ensemble, c'est tout. C'est-à-dire que je profite de la liberté de l'autre pour gagner aussi ma liberté. Et je ne suis jamais en fait libre, en anarchiste, s'il existe encore des formes de domination à des endroits. En fait, il faut vraiment penser à la liberté comme un phénomène complètement collectif. Et du coup, c'est peut-être ce qui nous arriverait éventuellement si on était dans une posture comme ça où on serait amené à s'organiser ensemble et peut-être qu'au final, c'est un monde où effectivement il y aurait un dépeuplement quand même, c'est quand même des conséquences majeures de l'effondrement. Il y aurait effectivement une forme d'effondrement de notre civilisation thermo-industrielle, donc tout notre confort de vie, enfin, plein de choses disparaîtraient, une partie de notre culture probablement, mais apparaîtraient peut-être des choses, politiquement en tout cas, qui me paraissent assez éventuellement intéressantes, stimulantes en tout cas à réfléchir. J'arrête là parce que mon collègue doit parler de science-fiction. C'est un des, à mon avis, points forts à peu près de ce qu'on propose ce soir. Enfin, c'est quelque chose que je trouve assez chouette, c'est de regarder comment des formes de discours, pour le coup avec de la fiction, nous permettent aussi de penser. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, parce que d'habitude, la fiction, elle est rejetée un petit peu dans l'imaginaire, et on estime traditionnellement quand même que l'imagination est une faculté qui, pour la pensée, est plutôt, pas inutile, mais enfin, souvent un petit peu nuisible. Et là, on a au contraire une manière, avec la science-fiction, de penser des choses grâce à des histoires, finalement, que l'on invente, mais que l'on invente à partir quand même de notre vie, et qui servent à penser le monde. Et il m'apparaît que la science-fiction d'aujourd'hui, celle qui s'écrit maintenant, est quand même un laboratoire philosophique assez intense, où il y a vraiment des choses à penser. Et puis si on écoute aussi des gens comme Sandra Logier, on voit bien que la fiction, elle a aussi une capacité d'éduquer les gens. En fait. C'est une forme d'éducation morale, la proximité avec la fiction. Sandra Logier a écrit ça par rapport aux séries télé, parce que Stanley Cavell avant a écrit ça par rapport au cinéma hollywoodien, c'est-à-dire cette forme d'art populaire à partir de laquelle le peuple s'éduquait. Et il me semble que la science-fiction, ça fait partie des mondes intellectuels qui permettent cette forme d'éducation populaire. Voilà. Donc, comme c'est du pop, c'était pas mal. Bien vu. Et de fait, ce que mon collègue ne nous dit pas, c'est qu'on est deux passionnés de science-fiction, on va pas se mentir. Et donc, si du moins on peut essayer de faire passer un petit peu de cette passion à travers ce que je vais vous dire pour vous donner envie de lire, ce sera déjà quelque chose de gagné. Alors, en quoi les ouvrages de science-fiction nous permettent d'éclairer les réflexions sur les effondrements? Je peux partir d'un classique, qui n'est peut-être pas un classique pour tout le monde, donc je vais quand même réexpliquer un petit peu ce que c'est. Voilà, le cycle de fondation d'Isaac Asimov. On est dans l'âge d'or de la science-fiction, pour la période. Et on a là donc un cycle qui est un peu l'un des premiers space opéra, enfin qui va permettre, inspirer le développement du space opéra, tels que Star Trek, Star Wars, d'autres séries que vous connaissez peut-être. De quoi s'agit-il? Vous allez reconnaître un petit peu le contexte. On n'est plus sur une planète, on est sur une galaxie. En fait, il s'agit de la Voie lactée, mais la Terre, on ne sait plus trop où elle est. Il y a beaucoup de planètes habitées, il y a une planète centrale qui s'appelle Trantor, elle est complètement artificialisée, recouverte de bâtiments d'immeubles, elle est complètement recouverte. Sa surface ne laisse plus rien apparaître, et c'est un empire galactique. Il semble stable, tout semble... les routes commerciales semblent bien fonctionner, il y a une hyperconnexion entre toutes les planètes, je prends les termes qu'on a déjà beaucoup employés, et cependant apparaissent des fauteurs de troubles. Ils s'appellent les psychohistoriens. Donc c'est une nouvelle science qui apparaît. Et cette science, c'est un peu la science ultime de la prédiction. En tout cas, le chef, le grand penseur de cette nouvelle science, Harry Sheldon, eh bien, il va se mettre à faire des prédictions basées sur la science, en particulier sur les mathématiques, ce que je veux dire, en fait. Voilà, des prédictions, et la plus grande de ces prédictions, c'est
l'Empire va s'effondrer. Il va mettre du temps à s'effondrer, il va mettre quelques centaines d'années, et puis après on aura le droit à quelques millénaires de chaos. Alors, il ne se contente pas de dire ça, il va aussi suggérer comment on pourrait essayer d'en sortir, et sa proposition c'est de créer des fondations, enfin une fondation, c'est-à-dire une planète reculée du site de la galaxie, qui apporter les connaissances, toutes les connaissances possibles, et ainsi et quelques colons, de manière à pouvoir repartir de cet endroit et pouvoir réinvestir la galaxie en voie d'effondrement selon ses propres préceptes, selon ses propres prédictions. C'est quelque chose, c'est vraiment une science hyper déterministe. Tout est prévu, il y a un plan qu'on peut mener jusqu'au bout. Et donc, le cycle de fondation, construit sur plusieurs romans et nouvelles et des romans assez courts, eh bien, il décrit sur le temps long comment cette fondation va se développer, comment elle va rencontrer la galaxie en voie d'effondrement, qu'est-ce qui va se passer. Et à chaque fois, Sheldon va réapparaître sous forme d'hologramme et va dire « Voilà, vous devriez en être à tel moment, il s'est passé quelque chose comme ça. » Et en général, il a toujours raison. Ça s'est bien passé comme ça, il a bien prédit. Et il donne des indices pour pouvoir continuer. Bon, est-ce qu'on peut faire un parallèle un peu facile avec les collapsologues? Finalement, on est là dans une situation d'effondrement global et on a quand même un groupe de personnes, un peu sectaires, on peut se mentir aussi, qui fait des prédictions d'effondrement et qui a cherché quand même à prévenir 30 ans, mais on les appelle plutôt. Bon, nous là, actuellement, les collapsologues, on les écoute beaucoup. Alors, je dirais que oui, d'une part, il y a beaucoup de parallèles, mais d'autre part, il y a quand même une différence qu'on n'a pas évoquée, pas trop évoquée, c'est que les collapsologues, s'ils pensent que l'effondrement global est inéluctable, ils ne se disent pas comment ça va se passer. Il y a toujours une incertitude sur comment les choses vont se dérouler. Or là, Sheldon, c'est déterministe, c'est-à-dire ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, il n'y a pas d'incertitude. Donc pour moi, c'est beaucoup plus radical que les collapsologues ou les psychohistoriens. Bon, il y a quand même un personnage qui s'appelle le mulet, qui intervient dans l'histoire, qui intervient comme une sorte de petit clinamen dans l'histoire, c'est-à-dire c'est un imprévu. Mais bon, est-ce que ça va complètement chambouler le plan de Sheldon? Je laisse lire le cycle, passionnant, si vous voulez en savoir plus. Et puis un deuxième classique de la littérature qui concerne aussi un peu les effondrements, vous le connaissez peut-être, d'un auteur français, René Barjavel, des années 40, il écrit pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, là, on est dans l'un des premiers livres apocalyptiques et post-apocalyptiques. C'est un sous-genre de la science-fiction. Là, en l'occurrence, la société est hyper artificialisée, les cités sont électrifiées à fond, les gens vivent dans des mondes, des sociétés du spectacle avant l'heure, d'une certaine manière, et puis un jour, l'électricité disparaît. On se fiche un peu de savoir comment elle a disparu, c'est pas le fond du problème, c'est juste l'électricité disparaît et tout se délite d'un coup. C'est vraiment une rupture brutale et c'est l'apocalypse selon un auteur, selon un certain point de vue, mais c'est vraiment l'apocalypse. Les gens fuient les villes et on suit en fait un groupe de personnages dans leur fuite hors de Paris. Et là, il va y avoir une sorte de phénomène d'entraide dont il a déjà été question, comment survit le groupe dans un paysage où tout lui est hostile. Donc on a la loi de la jungle qui règne un peu partout, mais on a l'entrée de milieu. Comme ça, je fais le lien avec ce petit livre-là. Or, il y a une deuxième rupture. Ce qui est assez intéressant, c'est que, voilà, à la fin, on passe tout de suite de ce climat apocalyptique à un climat de jardin d'Éden, presque. C'est-à-dire à la toute fin, à la fin du roman, dans les 2 derniers chapitres, on se trouve dans le sud de la France, les gens sont en train de cultiver des champs, la technologie a totalement disparu, ils ont d'ailleurs édicté des règles disant qu'on n'a plus le droit d'utiliser aucune technologie, parce qu'ils la rendent coupable de tout ce qui leur est arrivé. C'est un système patriarcal assez extrême, mais qui lui permet de survivre quand même, de bien vivre, avec des outils faits uniquement à base de pierre et de bois, pas trop de métal. Et on fait quand même des autodafés parce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse lire des choses du passé qui nous donneraient envie de refaire la technologie. Voilà, donc le roman Ravage, un roman post-apocalyptique et apocalyptique assez radical. C'était 2 exemples classiques. Je vais un peu écourter tout ce que je voulais dire pour laisser quand même le temps à mon collègue à la fin de parler de l'aspect critique. Moi, j'ai parlé plutôt de la nuance par la fiction. Et je vais me baser sur ce livre qui est assez incroyable, Dans les imaginaires du futur, de Ariel Thiraud, un journaliste, passionné de science-fiction lui aussi, et donc qui écrit sur les littératures imaginaires, plus particulièrement sur la science-fiction, donc c'est déjà une mine pour découvrir des livres, mais surtout, il mène une réflexion très poussée sur beaucoup de thèmes.
en particulier son chapitre 3, qui porte sur les fins du monde, et donc qui va nous intéresser ici. Alors, il faut savoir que je vais reprendre juste un peu ces thèses du début du livre. L'une des principes sur lesquels il part, c'est que dans notre monde, il y a un couple un peu paradoxal. C'est une démesure technologique qui accompagne en fait un environnement qu'on détériore. Alors qu'on pourrait se dire, plus la technologie se développe, plus on peut faire de la bio-ingénierie, plus on pourrait avoir tendance à faire en sorte de maintenir un système stable, pas parfait, mais qui puisse quand même gérer un peu mieux notre environnement. Or, on l'a vu, c'est pas vraiment le cas. Donc, lui, ce qu'il va dire, les romans de science-fiction, il va déjà se poser la question, comment on peut passer au-delà de ce genre de paradoxe? Eh bien, l'une des premières pistes, c'est la prospective scientifique, et ça, c'est exactement ce que font les collapsologues. Ils se basent sur de la littérature scientifique très dense, et ils font de la prospective. Ils cherchent des scénarios possibles, de façon rationnelle, objective. Et pour Ariel Pirou, c'est pas suffisant. Parce qu'en fait, lorsqu'on est dans un esprit rationnel, on est limité par le domaine de validité de la science, et finalement, on a des horizons qui ne sont pas assez loin. Donc ce qu'il dit, c'est qu'il faudrait peut-être apporter une touche de subjectivité pour pouvoir élargir nos horizons, voir ce que la science-fiction nous propose, parce que la science-fiction peut aller plus loin que la science dans l'imaginaire, puisque c'est le domaine de l'imaginaire, et la coupler avec la science. Donc l'approche objective plus subjective, c'est ce qu'il propose de voir et qui va revenir dans les quelques œuvres que je vais proposer. Et puis d'autre part, c'est le titre en fait du troisième chapitre qui va nous occuper, qui se nomme en gros la nécessité d'une pluralité des perspectives sur les effondrements, sur les fins du monde. Donc l'idée c'est penser une seule fin du monde, c'est pas bien, c'est pas suffisant. Ce qu'il nous faut, c'est une pluralité d'imaginaires des fins du monde. Alors, je vais passer dommage sur la citation de Ricoeur, mais voilà. On va revenir pour pouvoir faire une petite recension de quelques œuvres de science-fiction qui ont marqué notre époque plus moderne. Eh bien, vous connaissez peut-être le film qui a été tiré de ce roman. On a l'exemple peut-être du roman du désespoir absolu post-apocalyptique, The Road, de Cormac McCarthy. Et on est vraiment là, dans cette partie que j'ai nommée Univers clos, recherche du sens du monde. Eh bien, on est vraiment dans un moment où les horizons sont bouchés. L'humain est face à lui-même. Il doit réfléchir au sens du monde. Il n'est plus dans un état de vie, mais dans un état de survie permanente. Donc là, on a un homme, un père avec son fils, qui se balade, et c'est juste sur quelques jours en fait que se passe. On pourrait se demander qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé après. Mais juste en quelques jours, on a une véritable fable du désespoir, où ces personnes sont dans un état de survie, et une des questions qui apparaît en filigrane, c'est ce monde, méritons d'y rester? Ce monde, il est totalement déshumanisé. Je le mets en parallèle avec un roman d'un Français, Jean-Pierre Andrevon, le monde enfin, qui lui prend un peu l'esprit inverse. C'est des astronautes, des spationautes qui étaient en orbite, reviennent un jour sur Terre, et une épidémie a fait que pendant qu'ils étaient en orbite, une épidémie a décimé toute la population. Donc ils sont les seuls, il n'y a quasiment plus d'humains, la Terre a été rendue aux animaux. Donc là, on est dans une science-fiction plutôt misanthrope. Pour le coup, du fait, Jean-Pierre Andrevon se moque beaucoup des êtres humains qui ont survécu, de leur interaction difficile avec les animaux, mais en même temps, on se pose la question de lequel des deux mondes préfère-t-on? Un monde au sens humain ou un monde déshumanisé? Quel monde on veut laisser? Donc là, on est vraiment dans la recherche, de la réflexion du sens, quoi. Le sens, quel monde on désire, quel monde est vraiment désirable? Est-ce qu'on veut un univers clos? Parce que là, vraiment, dans The Road, l'univers est clos, il n'y a plus aucune échappatoire, mais on peut tenter de survivre parce qu'on est un père intentionné et on a son fils, voilà, qui est la chose la plus précieuse au monde pour laquelle on a donné sa vie. Ou on préfère le scénario entre nous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des scènes assez marquantes dans The Road, en particulier une scène d'anthropophagie, de cannibalisme, qui sont assez dures. Mais en même temps, ces scènes sont tellement... ces scènes veulent nous choquer, veulent nous faire réfléchir, mais à mon avis, elles sont tellement hors de notre portée, hors de notre imaginaire, ça va tellement loin dans l'expression de l'horreur, que c'est peut-être pas quelque chose qui nous touche tant que ça. Le propos, peut-être que ça ne nous a pas touché suffisamment. Il y a d'autres œuvres de science-fiction qui parlent d'anthropophagie, et qui en parlent de façon peut-être plus subtile. Là, je parle d'un film encore, en l'occurrence Soleil Vert, c'est peut-être, qui est plus vieux, donc
et qui là, d'une part, va parler d'anthropophagie, on va dire comment, mais d'autre part, va faire quelque chose qui n'est pas le cas dans The Road, c'est va amener une critique sociale. Dans un monde tel en horizon fermé comme The Road, il n'y a pas de critique sociale possible. Ici, en revanche, on a une société de classe. On a des très privilégiés qui vivent bien avec ce qu'il reste du monde, qui est en état d'effondrement, et puis on a des populations laborieuses, voilà, dont les émeutes sont calmées à coups de tractopelle, en gros. Et dans cette société-là, on se pose encore la question du sens du monde, est-ce qu'on veut vivre dans de telles sociétés? Là, la critique sociale, elle est assez forte. Elle est d'autant plus forte, d'autant plus marquée encore dans une autre œuvre de Hugo Way qui s'appelle Silo. Vous voyez ce que c'est qu'un silo, je pense à grain. Là, on parle de silos gigantesques, enterrés sous terre, parce que s'est passé une catastrophe sur la surface de la Terre, et les gens ont été obligés de s'enfoncer avec. Et là, à nouveau, il y a des sociétés de classe qui réapparaissent. Et il y a des révoltes, etc. Quel est le point commun entre tous ces livres? Parce que je vais passer assez vite à la suite. Eh bien, pour moi, il y a l'idée de... Je vais revenir sur le terme de bunkerisation. On a parlé de bunker tout à l'heure. Là, on a le bunker qui semble, pour moi, apparaître sans arrêt. Dans The Road, il y a une scène où le père et le fils vivent peut-être le seul moment joyeux du film. Ils ont trouvé un bunker de l'ancien monde dans lequel ils trouvent des boîtes de conserve, des ressources vraiment précieuses au possible. Et voilà, donc là, il y a le côté bunker survivaliste, qui est bien à l'image un peu de ce film, survie sans arrêt, qui apporte plutôt une note joyeuse. Dans les autres œuvres dont je parle là, on a plutôt le bunker pour les privilégiés. Voilà, il y a les riches dans leur tour d'ivoire au soleil vert. Et puis là, on a tout simplement les silos, qui sont des bunkers à XXL, en fait, de taille 144 étages, 144 immeubles empilés les uns sur les autres, si je me souviens bien. Et donc là, on a vraiment les bunkers, pas de la joie. C'est même d'ailleurs, c'est raconté dans le livre, ces bunkers ont été construits pour des raisons, ont été construits non pas tout simplement pour protéger de ce qui se passait sur Terre, ça a été aussi construit dans le but d'enfermer les gens pour créer une société qui convenait aux dirigeants. Donc là, la critique sociale, elle continue à ce niveau-là. Donc là, on a quelques cas d'effondrement. Je vais passer assez vite sur la deuxième partie, mais il y avait quand même quelques œuvres assez importantes. Je vais quand même reprendre cet exemple-là parce qu'il me paraît assez intéressant. C'est qu'est-ce que je veux dire quand je parle de la pluralité des perspectives en science-fiction? Eh bien, un premier exemple, c'est la pluralité des voix. Le Troupeau aveugle de John Brunner, c'est un roman polyphonique, c'est-à-dire où il laisse la parole à beaucoup de personnages à la suite. On est dans des pays là qui sont en voie d'effondrement, les États ne gèrent plus rien, la population est à cran, il y a des conflits, mais on a le regard de chacun des personnages, de toutes les classes, de beaucoup de classes sociales différentes, de différents âges, on varie aussi sur les sexes, etc. Et donc chacun va apporter son regard sur cette société. Et c'est intéressant de voir qu'ils ne voient pas tous de façon hyper négative. Il y a des regards positifs, il y a des regards d'espoir. Donc là, on est dans le cadre qui permet de nuancer un peu aussi le propos des collapsologues. C'est la pluralité des voix, la pluralité des regards nous permet de considérer plusieurs perspectives sur les effondrements. Et ça, c'est important. C'est pas important, cet apport, cette touche de sensibilité subjective. Un autre roman français, écrit par le couple Klutzer, s'appelle Anamnèse de Lady Starr. Eh bien, voilà, il n'est peut-être pas très connu, moi je le recommande à fond. Il s'est passé un effondrement très original, que je ne vais pas trop décrire. Voilà, il y a une bombe qui a explosé, qui s'appelle la bombe iconique, qui a provoqué une forme de pandémie très spéciale, qui a touché un peu beaucoup de personnes dans le monde, et on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe après. Dans cet après-monde, eh bien en fait, les gens se sont répartis, disons, dans différentes couches du monde. Il y a un monde qui est hyper virtualisé, donc les gens s'enferment finalement dans des espaces virtuels. Il y a des gens qui, pour échapper aux personnes infectées, se sont cachés dans des monastères dans les montagnes, ils vivent donc une vie monastique, voire sectaire. Il y a des personnes qui sont dans des camps militarisés, etc., etc. Donc là, on a aussi beaucoup d'approches, beaucoup de perspectives sur l'effondrement qui se poursuit d'ailleurs. Là, l'effondrement, il y a une rupture, mais aussi une continuité. Le problème n'est pas du tout réglé. Voilà pour
perspective, on entend souvent parler de No Planet B. Les gens qui disent ça, c'est simplement pour dire, voilà, le rêve de pouvoir trouver des solutions hors de notre planète, c'est illusoire, c'est des utopies, voire c'est de la manipulation. Alors, il y a des auteurs de science-fiction, de hard science, c'est-à-dire des auteurs de science-fiction très renseignés, très basés sur la science, tels que Kim Stanley Robinson, qui s'opposent à cette visée et qui ont décidé d'écrire, Kim Stanley Robinson écrit beaucoup d'anticipation sur les problèmes environnementaux, et très renseigné dessus, mais qui se permet aussi d'écrire sur comment on peut faire en se développant dans l'espace. En particulier le cycle martien, qui est Mars la rouge, Mars la verte, Mars la bleue, dans cet ordre-là. Eh bien, c'est un cycle où on parle de la terraformation de Mars, de comment des gens envoyés sur Mars vont tenter de développer Mars parce que sur la Terre, ça se passe vraiment trop mal. Et voilà. Alors, ils parlent de tous leurs déboires, et ils rencontrent des déboires sans arrêt, rien que pour le voyage pour aller de la Terre sur Mars. Et sur Mars, il y a beaucoup de problèmes techniques. Sauf que les gros problèmes, c'est pas cela vraiment. Et c'est là qui me fait dire que Kim Stanley Robinson, certes, laisse ouvert l'horizon du développement dans l'espace, et ce qu'il propose est assez réaliste, hein, c'est vraiment renseigné. Mais d'autre part, les gros problèmes qu'il montre, c'est quand le reste du monde commence à s'intéresser à Mars et commence à envoyer des gens, en particulier les transnationales, sortes de multinationales XXL qui se sont développées sur Terre. Et donc, Mars devient un sujet géopolitique assez passionnant et qui me montre pour moi que Kim Stanley Robinson est quand même assez pessimiste. Et quand Elon Musk prend pour référence Kim Stanley Robinson pour parler du voyage sur Mars, ça me fait un peu rire. Parce qu'on a quand même quelqu'un qui lance quand même beaucoup de signaux d'alerte et qui est assez renseigné. Voilà, bon, je pense qu'on va. Je vais encore citer une dernière auteur qui me paraît très importante. Voilà. Pardon. Et voilà. Oui. Alors, Octavia Butler. Donc là, on a encore la parabole du Sommer. Là, c'est plus l'espace qui va nous intéresser, mais la temporalité. En gros, quand on parle des romans post-apocalyptiques, on parle d'effondrement, il y a cette idée de rupture brutale. Ravage, tout à l'heure, c'était ça. Anamnèse pour les stars, c'est pareil, c'est une bombe, ça explose. Là, il s'agit d'un roman qui réfléchit sur les différentes temporalités. Et on pourrait se dire finalement qu'un effondrement, ça peut se réfléchir sur le temps long. Ça peut avoir une durée, ça peut ne pas être homogène, mais plutôt hétérogène. En particulier, là, on est dans une Amérique, on suit en fait une communauté en Amérique, une Amérique où l'État ne gère plus rien. On peut dire que c'est un petit peu l'anarchie, mais je ne vais pas utiliser ce mot-là parce que on vous a fait comprendre que là, il s'agissait d'autre chose politiquement parlant. Les communautés se gèrent en s'entourant de murs, et on suit une communauté où une jeune fille, Laurie, voilà, atteint d'un syndrome d'hyper-empathie, ce qui fait qu'elle ressent physiquement de la souffrance qui l'entoure, ce qui génère voilà, un aspect émotionnel très fort dans le livre. Eh bien, ils survivent comme ils peuvent, et en fait, on sent que l'effondrement, il est là, mais il est subtil. C'est-à-dire, il se fait, parfois tout va bien, puis après, il y a des incendies, il faut gérer les incendies. Puis parfois, il y a des gens qui parviennent à sauter dans le mur, qui parviennent à envahir la communauté, il faut les gérer comme on peut. Parfois, il faut sortir des murs, ça se passe bien, finalement, on rencontre des chiens sauvages. Voilà, la nature reprend ses droits, c'est un peu la loi de la jungle à l'extérieur. Et donc finalement, l'effondrement est toujours là, on ne sait pas quand est-ce qu'il va s'arrêter. C'est vraiment quelque chose sur le temps long, très hétérogène, et finalement, c'est quelque chose qui s'oppose un petit peu aux visions collapsologiques qui montrent en fait des effondrements un peu trop homogènes. Effondrement de société complexe, ils ne proposent pas un scénario certes, mais en général, j'ai l'impression que la réflexion sur la temporalité n'est pas assez élevée. Et là, les œuvres de science-fiction, pour moi, sont un autre moyen pour y réfléchir. Donc, j'en ai énormément d'autres œuvres de science-fiction, mais je pense que les nuances que j'ai apportées grâce à la science-fiction, voilà, je vais les arrêter ici, et je vais laisser mon collègue parler de façon peut-être un petit peu plus critique de la chose. Ouais, mais en fait, là, on a épuisé notre temps. Alors, on a un espèce de dilemme qui consiste à dire soit on passe au temps de questions, soit je fais rapidement la dernière partie qu'on avait prévu de faire. Non, mais termine, Jean-Julien. Je sais pas, c'est termine. Termine. Non, parce que d'habitude, les élèves, quand ça sonne, ils s'en vont. Je suis un peu habitué à ce que. Ça va sonner. Non, mais c'est bien. Alors, je vais quand même faire rapide. Qu'on ait un petit temps d'échange après, ça pourrait être quand même intéressant. Donc, moi, ce qui m'a intéressé, plus j'ai travaillé sur ce sujet, plus c'est l'aspect critique qui m'a intéressé. En fait. Je crois que c'est vraiment là que
on peut faire porter l'effort parce qu'il y a des choses à comprendre dans la distance que l'on peut prendre avec la collapsologie aussi, qui est sortie il n'y a pas tellement longtemps, je dirais à peu près 2020, qui est un livre qui est ouvertement une critique des collapsologues. Voilà. Il y a dans ce livre vraiment, de manière assez ramassée, les critiques essentielles qu'on peut leur adresser sur plusieurs points, notamment l'approche scientifique. Et donc ils ont cette phrase, il dit « il faut refuser de laisser aux effondristes le monopole de la catastrophe ». C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils considèrent qu'aujourd'hui, la collapsologie, ça a du succès, ça capture le concept de catastrophe, et ça, en fait, empêche à d'autres discours d'émerger, notamment, finalement, le leur. Donc, en fait, un des premiers points sur lesquels on peut s'intéresser, c'est la prétention de la collapsologie, non pas à être une science forcément forte directement, mais sa prétention, quand même, à avoir un aspect scientifique. Et là, on peut déjà avoir des doutes sur bien des aspects. D'abord parce que finalement, la fin du monde, elle a toujours nourri la pensée, le final. On s'aperçoit que c'est un peu un fantôme de la pensée occidentale, c'est-à-dire un thème qui est déjà là dans la Bible, hein, par exemple, c'est le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, tout ça, les idées de fin du monde, sont quand même des choses qui régulièrement, je pense aussi au bug de l'an 2000, au truc de calendrier Maya, tout ça, donc on voit bien que régulièrement, c'est ce fantôme comme ça qui revient, tout simplement parce que nous sommes, même à titre individuel, marqués par notre finitude, hein, tout simplement. C'est-à-dire que nous avons individuellement ce savoir que nous allons nourrir, nous avons en tant qu'espèce aussi, avec les générations qui se succèdent, ce savoir-là, et donc quand on pense plus largement à notre destin en tant qu'humanité, bon, on pense aussi à notre fin, et donc c'est un petit peu aussi une autre manière, la collapsologie, de prendre en charge cette fameuse grande question de la fin. Et du coup, si j'évoque les aspects religieux, c'est pas un hasard, c'est que là où Catherine et Raphaël Larère vont faire porter leur effort critique, c'est sur l'expression qui se trouve chez Serling et Stevens, qui est l'expression de chemin intérieur. Ils disent en fait que fréquenter la collapsologie, ça nécessite de la part des gens qui deviennent des collapsonautes, comme ils disent, c'est-à-dire des gens qui acceptent ces thèses-là et se mettent à transformer leur vie à partir de ces idées-là, ils sont dans un chemin intérieur qui vise à, en fait, accepter petit à petit cette vérité-là de l'effondrement et du coup faire le deuil aussi de leurs rêves, d'accord ? C'est-à-dire qu'on va poursuivre notre vie sur le mode, je dirais, de consommation et de confort et de progrès que l'on est en train d'expérimenter. Et en fait, voilà, ils disent il y a ce chemin intérieur à faire. Et moi, je trouve que c'est quand même quelque chose qui finalement, est à deux doigts d'exiger une forme de conversion. J'ai pas l'impression, moi, qu'il me faille faire un chemin intérieur pour accepter la vérité du changement climatique. Donc, voilà, face aux vérités scientifiques, j'ai pas l'impression pour moi qu'il faut que je sois dans une adhésion sur le mode de la croyance. Voilà, et c'est quelque chose, en revanche, qui est assez récurrent de la part des collapsologues, cette idée de conversion, au final. Et donc, on a affaire à un discours qui, petit à petit, a des aspects un petit peu religieux, comme ça, il développe une forme, il appelle une forme d'adhésion sur le mode de la croyance. Après, rapidement, il y a quelque chose qui est intéressant aussi, qui est noté par les Larère, qui ont le souci de la méthode scientifique, puisqu'ils sont scientifiques tous les deux, qu'on retrouve chez Jean-Pierre Dupuy, donc le fameux philosophe dont je parlais tout à l'heure, qui est quelqu'un qui a fait un premier ouvrage assez connu qui s'appelle Le catastrophisme éclairé, pour un catastrophisme éclairé, et qui a fait un ouvrage que je vous recommande, qui est récent, qui s'appelle La catastrophe ou la vie, qui est le journal qu'il a tenu pendant le confinement. Il y a la fin de cet ouvrage est particulièrement intéressante sur la collapsologie, parce qu'il se met au clair un petit peu avec les collapsologues qui l'ont récupéré, mais qui ont trahi un petit peu sa pensée. Et en fait, tous les deux, donc Jean-Pierre Dupuy et puis le couple Larère, ils font porter leur critique sur la méthode de la collapsologie. En fait, si vous regardez un livre comme Comment tout peut s'effondrer, il y a une bibliographie énorme, des notes de bas de page qui sont conséquentes, puisque toutes les 5 minutes, il y a une référence à un rapport, à une étude scientifique, etc., etc. Et donc, en fait, ce que l'on peut dire, c'est finalement qu'elle fonctionne, la collapsologie, par agrégation de résultats scientifiques, avec commentaire de ces résultats scientifiques, mais sans qu'elle-même soit capable de produire des résultats scientifiques au final. Donc on a affaire à quelque chose qui est du commentaire pseudo-scientifique sur de la science au final. Enfin, on peut en tout cas être amené à le voir comme ça. Donc je peux vous citer par exemple un extrait du livre des Larère. Ils disent « La collapsologie se présente comme une science. Elle puise ses arguments dans la théorie des systèmes complexes, s'appuie sur la masse de données scientifiques réunies depuis des dizaines d'années pour évaluer la situation environnementale. Ses prétentions scientifiques ne tiennent guère.
Prévoir avec certitude l'effondrement est absurde quand c'est précisément leur imprévisibilité qui caractérise les systèmes complexes. Affirmer qu'il sera global et unique, c'est ignorer aussi bien la diversité géographique du monde que les inégalités sociales. Donc là, vous voyez, par rapport à la définition initiale, tout explose. Personne ne dit que ça va être global. Personne ne dit au fond que c'est systémique au sens où l'entendent les collapsologues. Et du coup, surtout, c'est le point principal, personne ne dit que c'est certain et inéluctable. Or, il y a quand même, chez les collapsologues, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans les discours de Aurélien Barraud, par exemple, le fait qu'aujourd'hui, il faudrait être fou pour penser une catastrophe qui ne soit pas certaine et, en fait, complètement, pour nous, proche. Après, sur la théorie des systèmes, voilà, rapidement, hein, je l'ai dit tout à l'heure, la collapsologie se construit beaucoup autour de la théorie des systèmes. Et en fait, vous avez dans le diagramme 3 ici la théorie des systèmes telle qu'on peut l'imaginer de manière simpliste, comme les collapsologues en fait, tout ça. Et à droite, la vraie manière d'envisager un système complexe comme un écosystème. En fait, vous voyez bien dans le diagramme 3, tous les éléments sont reliés avec tous les éléments. Donc forcément, si vous commencez à porter une attaque ou une déstabilisation sur un des points, ça va mettre très rapidement en danger le système. Ça veut dire qu'un système comme ça, effectivement, c'est vulnérable. Et les collapsologues travaillent beaucoup sur la vulnérabilité des systèmes. Ils disent que nos systèmes sont finalement assez peu résilients. C'est pour ça qu'on trouvait déjà dans Comment on peut s'effondrer l'idée qu'une pandémie mondiale telle que celle de la Covid, finalement, pourrait, même en ne tuant qu'un faible pourcentage de la population, créer cet effondrement global. On voit bien que ça va être là. On est quand même peut-être en train de faire l'effondrement lié à ça, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, il n'y a pas eu d'effondrement tel le bâtiment qui s'écroule. Et du coup, on est amené un petit peu à, voilà, déjà à douter, un petit peu à mettre peut-être en doute un peu les éléments que le collapsologue nous attend. Et le diagramme de 4, là, de droite, du coup, montre qu'en fait un système complexe est constitué de ce que Jean-Pierre Dupuy appelle des hubs ou des plaques tournantes, c'est-à-dire les nœuds qui capitalisent beaucoup de liens. Et en fait, pour déstabiliser un système comme ça, il faudrait attaquer plusieurs de ces gros nœuds. Et alors que, au final, vu que ça tape un petit peu au hasard, vous avez finalement plus de chances de taper sur des petits nœuds qui, en fait, ne vont pas entamer vraiment la résilience de votre système. Donc c'est pour ça que Jean-Pierre Dupuy dit quelque chose d'assez intéressant. Il dit « Les systèmes complexes sont à la fois résilients et vulnérables ». Vulnérable parce qu'effectivement, il n'y a pas de nécessité pour que ça ne s'effondre pas, ça peut s'effondrer comme n'importe quoi finalement, mais en même temps, il y a ces résiliences parce qu'il faudrait arriver à déstabiliser plusieurs grandes plaques tournantes en même temps. Et donc l'effet domino que les collapsologues pensent être quand même quelque chose de globalement certain, et là, en fait finalement il aura peut-être plus de mal à se produire que ce qu'on imagine. Voilà, ça je passe peut-être. Et puis je vais peut-être terminer là-dessus, du coup. C'est une citation du livre de Catherine et Raphaël Larrain, encore, donc le pire n'est pas certain. Ils écrivent, au regard de cette philosophie, donc le catastrophisme de Hans Jonas et Gunther Anders que je citais tout à l'heure, qu'ils citent, donc on parle là des collapsologues, mais ne respectent pas, on peut dire que les collapsologues ont renoncé à se battre pour éviter que l'effondrement se produise, jugeant que l'apocalypse est certaine et ne faisant rien pour l'empêcher. On va voir ce que les Larraire disent, c'est qu'il y a un gros problème, notamment dans la conjonction actuelle entre collapsologie et écologie, c'est que la collapsologie a une forme d'innocuité politique, c'est-à-dire qu'en fait ça ne pousse pas à l'action, au contraire. C'est-à-dire que ça nous paralyse, ça entraîne une forme de paralysie de l'action, notamment l'action politique, et on peut penser plutôt à l'action politique citoyenne, puisqu'on a un État qui est quand même condamné pour une action climatique, ça ne veut quand même pas dire que ça ne sent pas la folie de l'action. Donc, mais en tout cas, du point de vue des citoyens, ce qu'on pourra faire ensemble, nous, quoi, ça crée une forme de paralysie parce qu'on a posé l'effondrement comme un destin. Quoi. Et quand on pose quelque chose comme un destin, on tue la liberté des gens parce qu'on leur dit quoi que vous fassiez, vous allez arriver là. Alors que le catastrophisme méthodologique du couple Larraire et de Jean-Pierre Dupuy, c'est plutôt l'idée de dire nous avons une perspective qui est celle-là, pas se mentir non plus, ça veut dire qu'il ne faut pas basculer dans l'anticatastrophisme qui est dans la négation en fait, mais nous devons agir de manière aussi à empêcher ça, ou au moins à rencontrer les effets principaux. Après, bon, je reste d'accord avec vous, les derniers rapports du GIEC, ce ne sont pas des bonnes nouvelles, hein, donc on n'est quand même pas sur quelque chose de réjouissant, mais voilà, un des gros inconvénients de la collapsologie, c'est de poser un destin qui paralyse l'action. Bon, je crois qu'on va en rester là. Et puis, on va éventuellement
éventuellement, si vous avez des questions, peut-être essayer d'en discuter. Ben, merci.